25 rue Mon-Plaisir à Drummondville. C'est à 13h30. Attendez, je veux juste vérifier là, vraiment si c'est à 13h30 ou 10h30. Je vais. À 10h30 demain matin. Et dimanche, on marque 13h30. Enfin, vous n'avez qu'à aller sur le site du Village québécois d'antan. C'est pour ça que je parle lentement. Village québécois d'antan. Allez sur leur site, vous allez avoir les informations. Toutes les informations concernant cette activité et je vous suggère fortement d'aller faire un petit tour dans la région de Drummondville demain ou dimanche. Et dimanche même qu'on annonce beau. On prévoit de la belle température, ce qui fait que faites un petit tour par là, vous allez voir des costumes d'époque et c'est une reconstitution de la rébellion. Ça va être intéressant. Je pense que Sylvain est déjà avec nous. Salut Sylvain, comment ça va ce soir? Salut François, ça va très bien toi-même? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, on peut dire que même si on est en pleine chaleur, bien, l'activité, disons, les nouvelles, elle ne prend pas de vacances. Et on l'a vu encore cette semaine. Je pense que tu veux nous parler de 2-3 sujets ce soir. Et moi, je peux te dire une chose. Il y a la création de... Steve Fortin en parle souvent, du NPD Québec. Ça va être intéressant. On pourra en reparler vers 21h20, 21h25. Sylvain, j'aimerais t'aborder un petit peu ce sujet-là parce que ça peut diviser la gauche. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Et bon, c'est ça. Donc, toi, tu veux commencer. Tu as 2-3 sujets. On commence par où? Premièrement, là, je t'entendais parler de la reconstitution qu'il va y avoir à Drummondville, au village d'antan. Ouais. Nous autres, le jour, la Journée nationale des Patriotes, on a rencontré 5 ou 6 des participants de cette troupe-là, qui commémore ça. Là, il y en a qui s'habillent en soldats anglais, d'autres qui s'habillent en patriotes, puis tout. Puis il nous a offert une prestation, là, il se tirait là, avec les fusils d'époque, puis tout. Là, je vais te dire que c'est de quoi qui est très intéressant à voir. Puis apparemment qu'au village d'antan, ils vont être beaucoup plus nombreux. Puis c'est de quoi, c'est sûrement de quoi avoir, là. C'est pour ça que j'en fais la promotion. C'est Serge Como qui m'a envoyé ça, un bon chum de la Société Saint-Jean-Baptiste. Je pense ça doit faire 30 ans que je connais Serge. Et puis, il a publié ça cette semaine sur Facebook. Et quoi, cette semaine, j'en ai parlé 2-3 fois au moins. Là, et moi, j'encourage les gens à y aller. Il va y avoir du pétard, je pense. Il va y avoir du pétard, puis... des reconstitutions comme ça, c'est toujours bon aussi pour prendre de la photo. Et puis, parfois, ça peut servir même à certains peintres d'inspiration. Et aussi tout le volet historique que les gens vont pouvoir peut-être apprendre, où il y a des choses qu'ils ne savaient pas du tout, et ce qui fait que ça devient doublement intéressant. C'est une visite c'est une belle visite pour les yeux, et une belle visite aussi pour le côté intellectuel de la chose. S'instruire sur l'histoire, oui. Exactement. Donc, mon cher Sylvain, on commence par quoi ce soir? Ben moi, premièrement, là, il m'est arrivé un pépin avec Facebook. T'as entendu parler là, qu'il y avait eu des prières dans les haut-parleurs du parc Safari. On a parlé de ça où? T'as vu ça, là? Moi, je parle du parc Safari, Resteur. J'ironise un peu, Sylvain, parce que je te dis, où ça? Ça s'est passé quand, ça? Je sais pas. Ils n'ont pas parlé dans les médias. Seulement non. C'est sur Facebook qu'on l'a vu. C'est seulement que dans les médias sociaux, quasiment, qu'on a parlé de ça. C'est ça.
parce que le reste, s'il n'aurait parlé, ça aurait été pour louanger, là, probablement. Mais moi, j'ai donné mon opinion sur ça, sur Facebook, en montrant un article qu'il y avait eu dans le journal du Devoir, quand même. Puis, je me suis fait barrer de Facebook pour 24 heures. Ils m'ont retiré de sur ma page personnelle ce que j'avais écrit. Puis j'incitais pas à la violence, j'incitais pas au meurtre, rien. Là, je donnais mon opinion sur l'actualité. Ça, c'est quelqu'un qui t'a dénoncé, Sylvain, d'après moi, ça. Pardon? Moi, d'après moi, il y a quelqu'un qui t'a dénoncé. Ça se peut. Parce que, regarde, sur notre page nationale, c'est toujours là. Puis c'est plus privé. Sur ma page personnelle, ben là, sur mes 1500 amis, là, je dois en avoir un ou deux qui c'est des mangeurs de marde. Il y a des chances. Ça se pourrait. Ben, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on t'a dénoncé. On t'a dénoncé. Je suis pas mal certain de ça. Parce que, écoute, comment est-ce que tu veux que Facebook sache ça, là, que tout le monde là, qui publie un texte? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dénonce. J'en ai lu des textes là, qui étaient pas mal plus virulents que le mien, là. Puis ils sont toujours là, puis il n'y a pas eu de problème. Moi, il faut dire que je suis peut-être membre fondateur du mouvement des Insoumis. Je suis peut-être plus ciblé que d'autres peuvent l'être, là. Mais regarde, ça m'empêchera pas de continuer de m'exprimer comme je les ai écrits, parce que les autres, quand ils te bloquent, là, ils te demandent voir si tu veux t'expliquer, hein, puis tout, là. Mm-hmm. Puis je l'ai mis sur ma page de toute façon. Puis je les ai écrits, j'aimerais bien savoir quel est le mal de dire notre opinion sur un sujet d'actualité. Faites bon comme vous semble, mais pour moi, vous vous faites complice des pires terroristes de notre siècle. Puis le parc Safari, ils m'ont réécrit eux autres aussi parce que je les avais écrit ça. J'avais fait un lapsus. J'avais parlé du parc Safari. Puis par après, je me suis dit, parce que son petit gars, il m'avait dit parc Safari ou aux choses de Granby. Ah, j'ai dit oui, excuse. Mais par après, je me suis dit, les deux places seraient bonnes. Mais aujourd'hui, non. Je vais aller aux zoo de Granby avec eux autres, pas au parc Safari. Ouais. Écoute, j'ai... tu sais, je pense que je suis allé une fois dans ma vie au parc Safari, puis 2-3 fois au zoo de Granby quand j'étais petit gars, puis quand j'ai amené mes enfants plus tard, quand ils étaient jeunes, là, quand c'était moi qui étais le père, là, ben là, je les ai amenés quand ils étaient petits. Et souvent, il y a des endroits dans ces parcs-là pour accueillir des groupes qui mangent ensemble. Leur lunch, tu sais, je sais pas. Là, souvent, ça arrive, des choses comme ça. Et là, ben, on connaît ce qui est arrivé cette semaine, c'est qu'il y a un groupe de musulmans qui ont prié ensemble avec des mégaphones. J'imagine que c'était un mégaphone. Non, il y avait des haut-parleurs avec un système de son, apparemment. Ouais, ça c'est des porte-voix, j'imagine. Ça devait être des porte-voix. Ou en tout cas, des petits haut-parleurs qui sont vraiment... Parce qu'aujourd'hui, la technologie étant ce qu'elle est, ça doit être assez facile de brancher quelque chose. Là. Bon, OK. Là, on connaît la suite. Ils ont prié, puis ils ont mis ça fort un peu, puis ça a dérangé du monde. Mais aujourd'hui, tu sais, au Québec, je pense qu'au-delà que ce soit des musulmans ou que ce soit des juifs, des catholiques qui aillent se rassembler là, puis tu sais, s'il faut une petite prière avant de manger, comme ben du monde font, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, un petit moment de recueillement. Mais de là à commencer à mettre les haut-parleurs, puis à faire son show, là, je trouve que c'est un peu beaucoup de la provocation. C'est ça le problème, François. Surtout connaissant le contexte. La religion ou l'idéologie politico-religieuse de l'islam, c'est qu'il s'impose. Puis, regarde, moi, j'ai toujours été très complaisant avec
toutes les nationalités. Puis ça, là, on parle pas de nationalité, on parle d'une idéologie. Puis ceux-là, là, c'est une idéologie, là, qui est vraiment, là, arriérée, déficiente, parce que tu recules des centaines d'années en arrière. Puis ils n'ont rien changé à leur philosophie, là. Bon, T'sais? OK, toi, tu affirmes ça, puis il y en a beaucoup qui sont d'accord avec toi. Mais au-delà de toi tout ça, aussi, là... François, parce que si tu dis le contraire de ça, là, tu te fais couper la tête dans leur religion. Ah oui, dans la religion, ouais. Ben oui. Parce que... Bon, je sais pas, à Montréal, si tu te fais couper la tête, là, je penserais pas, là, tu sais... pas encore. Non, mais laisse-les pas gagner encore, du terrain, puis ils vont couper la tête à la grandeur de la planète. Ouais, quand ils seront rendus là, en tout cas, une fois que t'as la tête coupée, t'as plus grand chose à dire. C'est non, mais je comprends ce que tu veux dire. Intentions, justement. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, tous et chacun ont leur opinion sur les religions et l'islam aussi. Une fois que ça a été dit, là, de s'en aller dans un parc, c'est comme je te disais tantôt, si tout le monde, ce groupe-là, aurait fait sa prière dans leur sans coin, chaler, sans déranger. Mais là, quand tu commences à mettre des haut-parleurs, c'est que tu dis, ouais, ben là, c'est parce que là, tu veux... Ben là, c'est parce que tu veux t'imposer. Je sais pas, là, mais il me semble que c'est déplacé. C'est sûr. C'est déplacé, puis c'est rien pour te faire aimer, là, tu sais. Puis il y en a d'autres qui disaient cette semaine, hey, écoutez, là, les boys, là. Là, t'es au parc safari, ou que ce soit au parc safari, ou dans un zoo, là. On va dire dans un zoo. C'est un zoo, on appelle ça un zoo quand même, là. Le parc safari, c'est un zoo. Il y a des jouets d'eau, puis tout ça. Normalement, c'est assez rare que des adultes vont là ensemble, sans enfants. On s'entend, là? Tu sais, moi, je n'irai pas là. Ben, tu sais, à moi que j'aime les animaux à n'en plus finir, là, mais j'aime bien les animaux, mais... Tu sais, normalement, tu emmènes tes enfants là. C'est une place pour la famille, ça. Et puis là, ben, me semble, là, qu'il y a tellement de choses à faire dans un zoo, là, dans une journée, que tu dis, regarde les prières, on va les faire un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est pas grave, on est au zoo, puis on va faire les prières un peu plus tard. Il n'y a rien qui empêche ça, là. On n'est pas dans une prison ici, là. Ça fait que les enfants, aujourd'hui, on va faire la prière plus tard. Là, tout le monde est content. Papa, il a dit ça, on s'en va s'amuser. Les enfants, c'est bien. Bon, il me semble qu'il y a d'autres choses à faire. Bon, s'ils décident de tenir leur prière, puis pendant, je sais pas combien de temps ça dure, leur prière, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, aucune idée. Mais là, de mettre les haut-parleurs, c'est que là, tu veux pousser un petit peu plus loin la coche, tu sais. Fait que moi, je trouve que... Bon, comme ça, là, bon, on va le dénoncer, c'est dénoncé, puis je pense qu'au Québec, aujourd'hui, quand on a décidé d'arrêter les manifestations catholiques en public, les grandes processions. Genre, je vois seulement que 2 communautés faire ça encore à Montréal. C'est la communauté italienne et portugaise qui s'en vont sur la rue, puis ils marchent sur la rue avec la Vierge Marie, puis ils se promènent sur la rue. Moi, je trouve ça... C'est beaucoup des petits vieux et des petites vieilles qui font ça. Je vois pas bien de jeunes là-dedans. Et puis, il y a la grande procession à Pâques, mais ça, Pâques, c'est un autre contexte. Donc, moi, je pense que de mettre les haut-parleurs, là, c'est un manque de classe. C'est de trop. C'est un manque de classe, puis moi, c'est mon opinion, puis s'ils veulent me couper la tête, ben ils me couperont la tête. J'ai l'impression que c'est l'opinion de plusieurs personnes, parce que pour que ça sorte dans le Devoir, puis dans plein de médias quand même, là, qu'il y a eu des plaintes, puis tout, c'est parce qu'on n'est pas les deux seuls qui ça l'a offusqué. T'sais? Non, tout à fait. J'espère à part de ça, parce que un peuple doit tenir à sa culture, puis il doit se tenir debout face à l'envahisseur quand ils veulent nous imposer. Puis c'est ça qui est question avec eux autres. T'sais? Le monde, il parle là que si t'es contre l'islam, t'es raciste, tout ça. Là. C'est pas une question d'être raciste pour pantoute. Là. Au Québec, on le sait, puis ça, tout le monde est d'accord, puis il y a plein d'immigrants qui vont être d'accord avec ce que je vais te dire. Ils viennent au Québec parce qu'ils sont bien accueillis au Québec. Il y a l'écrivaine, là, je me rappelle pas son nom, là,
est vietnamienne. Kim Thuy, je pense. Je suis pas sûr, Kim Thuy, mais en tout cas, elle s'était fait poser la question un soir, à tout le monde en parle. Je sais que t'aimes pas bébé ça. Non, Moi non j'écoute- plus, je j'écoute l'écoute pas ça. plus à cette heure parce qu'ils me font trop, je dirais pas le mot à radio. Mais elle s'était fait poser la question à savoir comment est-ce qu'elle avait été reçue au Québec, tout ça. Puis elle avait dit, j'ai été très bien reçue. Par contre, elle dit, la communauté vietnamienne, elle s'est jamais imposée aux Québécois. Elle s'est assimilée avec les Québécois. Tu sais? Tandis que les autres, là, ceux qui ont l'idéologie islamique, ils viennent pas pour s'assimiler, pour pantoute. Quand tu parles d'ouvrir des universités pour apprendre l'arabe, pour enseigner le Coran, tu rouvres des mosquées pour ta religion, tout ça, là, tu viens pas t'assimiler, là, à terre d'accueil, là. Tu viens t'imposer. Point à la ligne. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fâche un paquet de monde partout, pas juste au Québec, partout sur la planète. Tout ce qui est terre occidentale se fait envahir présentement. Je regardais un reportage aux nouvelles tantôt. À Paris, là, ils savent plus quoi faire avec tous les migrants qui arrivent. Ils ont plus de place pour eux autres. Puis il en arrive, puis ça n'arrête pas. Ça continue d'arriver. Puis déjà, ceux qui sont là, ils ont même pas de place pour eux autres. Ils démantèlent des je sais pas comment appeler ça, des campements, t'as des tentes, puis ils pissent à terre, puis, tu sais, regarde, ils savent plus quoi faire avec eux autres. Si tu veux qu'elle fasse pipi, il n'y a pas de toilette. envahissement. Non, mais je comprends, mais je peux te dire une chose, c'est que ça, il y a un sujet qu'on n'a jamais parlé. OK, on parle de disons, le remplacement de la population. Ouais. On parle de la religion musulmane qu'on essaie de nous... en tout cas, je sais pas si c'est de nous imposer, mais en tout cas de nous démontrer qu'ils sont vraiment présents en allant dans les zoos, puis dans les parcs safari, des choses comme ça, avec des haut-parleurs, puis... Les coups partis, ils vont mettre... tu sais, ils vont faire ça, là, les micros, là, à 6 heures, je sais pas quelle heure, 3-4 fois par jour. Ben, ils à peuvent Toronto, pas c'est gêner déjà ça, que le premier ministre du Québec, il crie à l'Akbar lui-même. Bon, tu sais. c'est ça. Ça fait que les autres, ils se sentent chez eux. Ils ont le vent dans les voiles. Exactement. Ça fait que là, écoute, on peut pas être... on peut pas faire les surpris, là. Quand on voit Couillard, Trudeau puis Coderre qui, sans consultation, Ben oui. quand Trump a été élu, Montréal, ville sanctuaire, on va accueillir tout le monde qui n'ont pas de passeport, on va les illégaux, tout le monde à Montréal. Ah oui, c'est le party, c'est les illégaux à Montréal. Moi, Imagine-toi. encourager Imagine-toi, là. l'illégalité. Imagine-toi, là. Ben, les illégaux à Montréal, là, on va t'en raconter une bonne, moi. Regarde bien ça. C'était dans le journal il y a quelques jours. Les 10 perles. Les 10 perles, mon cher Sylvain, du programme de Québec solidaire. Donc, on revient à Denis Coderre. OK? Denis Coderre, qui nous dit, quand Trump est élu, je le répète, Montréal, ville sanctuaire. Tous les illégaux, pas de problème, venez-vous-en à Montréal, vous vous ferez pas chaler. Programme numéro 2 de Québec solidaire. Programme numéro 2, droit de vote aux immigrants. Écoute bien ça. Ça, c'est dans le programme là, de Québec solidaire. Plus besoin d'être citoyen canadien reçu pour pouvoir voter. Être résident permanent serait suffisant. Est-ce que le Parti libéral du Québec appuierait cette mesure? Évidemment que oui. Donc, je te jure, Québec solidaire, c'est pas moi qui le dis, là, c'est écrit, là. Va voir ça, là, le blog des Spin Doctors. Bon, je poursuis, je te donnerai la date, il y a une couple de jours. Québec solidaire permettra
l'octroi du droit de vote aux immigrants et aux immigrantes ayant une preuve de résidence au Québec depuis au moins 2 ans. Puis après ça, Québec solidaire, ils vont nous faire croire qu'ils sont nationalistes. Ah, c'est ça. Ça fait que c'est une des perles du programme de Québec solidaire. Dans le Journal de Québec, si je me souviens bien, oui, j'ai le Journal de Québec. C'est vraiment le remplacement de la population. Et ça, c'est signé le 6 juillet 2017. Allez lire Sylvain Lévesque. Et depuis l'arrivée de Nadeau-Dubois, on voit que Québec solidaire a pris certains galons. En tout cas, c'est ce que les sondages nous disent. Peut-être un peu. Moi, je pense que c'est l'effet du nouveau qui arrive. Là. Ça va retomber, tout ça. Là. Ils vont le voir aller, le monde. Là, ils vont dire, hey, c'est qui le petit cul? Ça, c'était-tu le plus fatigant des 3 étudiants en 2012? Oui, OK, c'est lui le plus fatigant. Léo Bureau-Blouin et Martine Desjardins étaient considérés comme des gens qui étaient plus, disons, qui étaient plus modérés un peu. T'sais, lui, il n'est pas pire orateur, il faut lui donner, mais pour ce qui est des immigrants, pas besoin d'être citoyen pour voter. C'est ça, Québec solidaire. Fait que, eux autres, ben, disons que c'est la branche du Parti libéral du Québec. C'est un peu ça, là. Fait qu'enfin, qu'est-ce que tu veux? Le temps file, mon cher Sylvain. Je pense que tu voulais nous parler des citoyens au pouvoir. Voilà. Allô, Sylvain? Oui. Tu voulais nous parler du CAP? Est-ce que tu es là, Sylvain? Oui. Oui. C'est des hommes de bain. Comment? Ah, je pense que la communication est assez... Oui, ben le 12 prochain, le 12 juillet, on va rencontrer Yvon Simard. Oui, ils vont venir nous rencontrer en Estrie, là. Puis Yvon Simard. Est-ce que tu m'entends, François? Oui, je t'entends, Sylvain. Il n'y a pas de problème. Continue. François? Bon, écoute, je pense qu'on a de la difficulté. Pour moi, tu m'entends pas, hein? Oui, je t'entends et je vais te l'écrire sur ton compte Facebook. En tout cas, au cas où, le 12 juillet, Yvon Simard va être à Sherbrooke avec un des Oui, OK, avec un des mandataires qui va se présenter. Tu m'entends? OK, ben je pense que toi, tu as de la difficulté à m'entendre, ce qui fait que je vais continuer la discussion sur Facebook. Plutôt Moi aussi, là, je t'entends. Bon, OK, Par c'est vous. bon. OK, donc le 12 juillet prochain. Je voulais juste te dire que certains membres des Insoumis vont être présents parce que on apprécie beaucoup Oui, je pense qu'on a un petit peu de difficulté. Donc, le 12 juillet prochain, je pense que c'est ça. Sylvain nous dit que les Insoumis vont rencontrer Yvon Oui, Simard. le 12 juillet. C'est ça. Yvon Simard et quelques représentants mandataires du Parti citoyen au pouvoir du Québec. Ils vont être à Sherbrooke. Pour commencer à organiser l'élection, j'imagine. Ouais, je pense que, écoute, Sylvain, on va arrêter ça là parce que ça devient trop ardu. Et puis... on a des problèmes de communication. C'est ça. Oui, c'est ça. Regarde. Pour parler un peu du parti, hein, parce que, comme on le sait, là... Oui, OK. Écoute, Sylvain, on va remettre ça la semaine prochaine. Donc, le 12, on annonce... Ouais, donc, le 12 juillet prochain, écoute, les Insoumis vont pouvoir recevoir Yvon Simard et quelques mandataires de citoyens au pouvoir du Québec et on va pouvoir faire connaissance et peut-être des alliances tacites et ce qui fait que
on va probablement, la semaine prochaine, en entendre parler davantage. Et pendant ce temps-là, Sylvain me disait tantôt que les Insoumis vont rentrer en période un petit peu de vacances, là, mais c'est un peu normal en plein mois de juillet. Mais déjà, moi, je trouve que le 12 juillet, faire des rencontres politiques en plein mois de juillet, peut-être même en pleine canicule, eh bien, bravo. Bravo à Sylvain et puis aux Insoumis et bravo aux gens de la coalition pour... pas la coalition, mais les citoyens au pouvoir du Québec. Le parti, le CAP, et ils vont s'y mordre. La bande à Bernard Gauthier. André Taillefer, es-tu là, mon cher André? Ah, ben oui, c'est sûr, je suis là. C'est bon, comment ça va ce soir? Ça va super bien, toi, François? Oui, ça va bien, ça va bien. On a perdu un peu Sylvain tantôt. Si jamais il y a de la difficulté, reste branché sur ton Facebook et puis on va pouvoir corriger le tir si jamais il y a lieu. C'est pas parce qu'on est en juillet, mon cher André. Je rappelle aux gens qu'André Taillefer est militant du Parti québécois dans le comté de l'Assomption, qui, évidemment, localise la ville de l'Assomption. On parle de Charlemagne. J'imagine le Gardeur, l'Épiphanie aussi. Oui, oui, l'Épiphanie avec le nouveau redécoupage. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi tu vas pas chercher la Valtrie. Tu vas pas chercher la Valtrie. Non, mais c'est ça. Mais François Legault, en 2012, avant ça, il était dans Rousseau. Puis sa base militante était dans l'Épiphanie. Fait que quand on a redécoupé la carte électorale, il est venu dans l'Assomption parce qu'il y avait une grosse partie de son électorat qui était à l'Épiphanie. Et puis là, ben évidemment, il a gagné par combien, François Legault, dernière élection, tu te souviens? C'est 1000 voix d'avance, je pense. Puis si j'enlève, par exemple, les votes de Terrebonne, parce que avec la nouvelle carte qui va changer encore en janvier, si j'enlève les votes de Terrebonne, c'est environ 4000 voix d'avance. Donc, c'est environ 2000 personnes à faire changer de côté. Ben, c'est la façon de faire des élections, mon cher André. Faut t'en venir 2000 de bord. Mais là, avec les sondages qui sont là actuellement, il va falloir que le Parti québécois se mette, disons, à l'ouvrage. Mais moi, je suis d'avis que c'est pas le temps en plein mois de juillet disons, de dévoiler ton jeu, là, comme on dit. Et je pense qu'il y a le congrès du Parti québécois qui va avoir lieu en septembre, mais c'est ce qui fait que là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu plus de viande après l'os à partir de septembre et de voir là 3-4 thèmes que le PQ va exploiter davantage. Mais d'ici là, je pense que on va assister à une préparation du congrès et on va voir que c'est là qu'on va voir si... Parce que là, on va être en septembre, on va être à 13 mois de l'élection. On va être à 1 an, là, quasiment. À ce date-ci, l'an prochain, on va être en pleine campagne électorale, hormis que le procès de Nathalie Normando soit repoussé dans le temps, loin dans le temps, disons dans 6, 7, 8 mois. C'est ce qui... 7, 8, 9 mois, disons, là, on ne sait pas, là, mais les juges puis les avocats libéraux, eux autres, ils se parlent entre eux autres. Puis vu que c'est des libéraux, ben ils peuvent sans que ça paraisse, là, retarder des procédures et on pourrait se retrouver en élection dès cet automne. En tout cas, François Legault a dit à ses troupes de se tenir prêtes. Eh bien, moi, je ne vois pas beaucoup dans l'horizon, là, en tout cas dans ma boule de cristal, des conventions au Parti québécois. J'en vois pas beaucoup. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de conventions qui sont... Il n'y a pas d'investiture là, qu'on sent venir. Là. Il n'y a pas de candidats ou de gens qui disent « Bon, ben moi, je vends les cartes de membre pour me présenter aux prochaines élections. » J'en vois pas ben.
Moi, je peux te faire une confession. Moi, je travaille beaucoup sur le terrain, puis j'en vends des cartes de membre parce que j'ai l'intention de brider l'investisseur dans l'Assomption. Ça, c'est-tu définitif, ça, André? Ah ouais, moi, j'ai décidé, là. C'est sûr, je veux la brider parce que je me rends compte qu'on est le dernier rempart avant l'assimilation. Si on se prend pas en main, puis si tous les gens qui ont un peu de fierté en eux, comme francophones, comme, on va dire, comme vraiment comme bâtisseurs, descendants de bâtisseurs, je pense qu'on devrait tous se cracher dans les mains, excuse l'expression, se mettre ensemble, puis pour une dernière fois, se donner l'idée de rêver, puis donner aussi le goût de bâtir quelque chose. Donc, tu nous annonces ce soir que tu vas être candidat officiel à l'investiture dans le comté de l'Assomption. Moi, c'est sûr que si les gens du parti signent ma candidature, je vais être là. Ouais, ben là, tu vends des cartes de membre, c'est ça que tu me dis? Oh oui, oh oui. T'es sur le terrain, puis ça, est-ce que ça se vend bien? Écoute, je te dirais que en période d'été, c'est plus difficile, malgré que c'est quand même un comté. C'est un comté qui a toujours été péquiste. Non, c'est là qu'était Parizeau, hein? Oui. C'est le comté de Jacques Parizeau quand il était ministre des Finances, là. Oui. Le la gros seule année, je pense qu'il y a eu un libéral, c'est Jean-Guy Gervais, pendant un demi-mandat de quoi de même qu'il avait eu. Mais à part ça, c'est... Écoute, moi, je me souviens, là, je faisais de la cabale dans le temps avec mon grand-père pour l'Union nationale, Dr. Lucie, puis tout ça, là. Puis ça a été Union nationale, après ça, ça a été PQ. Ça n'a jamais été vraiment libéraux ici, là, à part dans les premières années, là, parce qu'on connaît l'historique des libéraux, ça fait quasiment 150 ans qu'ils sont là. Puis, tu sais, je regarde ça, puis je regarde, tu sais, les gens, là, ils sont tannés des libéraux. Puis moi, là, je regarde ce que François Legault, il prône, il parle, puis il dit qu'il va donner aux familles. Quand il dit qu'il va remettre 1000 piastres aux familles, là, on s'entend-tu, c'est même pas 3 piastres par jour. Le chiffre a de l'air gros, mais dans le fond d'une poche, ça fait pas gros. Ben, 1000 piastres, mettons que ça peut payer quelques comptes, là, mais en bout de ligne, Mais c'est tout du vent, ça, là. Écoute, on va nous sortir tous les chiffres, là, pendant la campagne électorale. Les libéraux vont arriver, eux autres, avec 1200. Et le PQ, lui, eux autres vont arriver, je sais pas, au moins, crédit d'impôt de 1500 piastres, tu sais. Mais en bout de ligne, là, en bout de ligne, je pense que les Québécois ne votent pas pour... ne voteront pas, en tout cas, cette fois-ci, pour avoir un 1000 piastres, là, comme Legault veut promettre. Ils veulent un changement de gouvernement. Ça, c'est clair. Oui. Moi, je pense qu'ils sont tannés de l'auto rouge, puis ils veulent un auto d'une autre couleur. Oui, puis quand mais par contre, en tant que militant, on se doit de leur expliquer c'est quoi le plan. Comme M. Bradot dirait, il faut leur expliquer c'est quoi le plan. Puis les gens là, qui veulent embarquer, là, parce que oubliez pas là, que si on fait rien, là, tantôt, là, on va être en minorité, puis on va se refaire brasser pareil comme dans les années 1830. Là. On va revenir en arrière, puis à ce coup-ci, on se laissera pas sauver par l'Église. Ah, écoute, il n'y a plus personne qui y va. Effectivement, mais je peux juste te dire une chose, André. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai connu un peu ça, mais pas vraiment. Je veux te dire, je pense... Non, je l'ai pas connu. Mais mon père me disait que, écoute, François, là, Montréal a changé en maudit. Je dis, pourquoi tu me dis ça, papa? Il dit, c'était une ville anglaise avant Montréal. Toutes les annonces étaient en anglais. Il n'y avait rien en français à Montréal. Et puis là, il y a eu l'avènement de la loi 101, puis même qu'il y a eu Bourassa avant, la loi 22, puis tout ça. Il y a eu des lois linguistiques. Et ça a bien aidé au niveau de l'affichage. Parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais l'affichage, ça, c'est comme l'habillement de quelqu'un. Oui. Tu représentes que tu as l'air de ce que tu es. Tu t'habilles comme ça, ben t'as l'air de... T'as l'air de quelqu'un qui est bien habillé. Ben la loi 101, c'est le visage. C'est ce qu'on nous voit quand les touristes arrivent à Montréal, ils voient des annonces partout en français.
Ben, c'est en français que ça se passe, dans ce En, pays-là. en passant, une parenthèse, la loi 101, ça vient de Camille Lorrain qui demeurait à Charlemagne. Hein. Oui, il demeurait à Charlemagne, Camille Lorrain? Ben oui, Ah. oui. Donc, docteur Lorrain, ben, Il était natif de Charlemagne. C'est d'ailleurs, c'était le frère d'un de mes oncles. Fait que je connais très bien. Ah, ouais? Je le connaissais très bien parce qu'il est c'est décédé. parent avec toi, de parents liants. C'est un peu ça. Ouais. Tout Donc- comme Benoît Sauvageau. Benoît Sauvageau, c'était mon peu cousin. Ton cousin Germain, comme on dit. Là. Ah ben c'était dans le fond sa mère c'était la sœur de mon père. Fait que on est toute une famille qui a toujours été en politique. C'est là. quasiment un petit village, ça, Charlemagne. Ah 5700 personnes, un petit village gaulois là. C'est nous autres qui avons résisté aux fusions, c'est nous autres qui a résisté à plein de choses. Là. On s'est pas fait assimiler par les autres villes. Le gouvernement il est venu en accord avec nous autres en voulant dire qu'on gagnait absolument rien à s'annexer. Ouais, puis c'est le premier village, là, ou première petite ville là, en sortant de Montréal, là, à l'est. Là. Ben, c'était, à l'époque, Charlemagne, c'était une ville très industrielle. Tu sais, les moulins assis, quand si on va dire, le bois arrivait par la rivière l'Assomption, les moulins assis. Un moulin, normalement, t'es dans un village. Oh, oui. T'es dans un village. Là. Arrête. Là, Oh, de me oui, dire, c'est un village. à Saint-Émilie de l'Énergie, il y en avait un moulin. Je pense qu'il existe encore le moulin de Saint-Émilie de l'Énergie. Qui existe encore? Ben, moi, je m'en souviens. Ça fait bien longtemps que j'ai pas été dans ce coin-là, mais c'est probablement. Il doit en avoir encore un là-bas. Ben, en tout cas, en fait, donc, pour situer les gens, Charlemagne, ça fait partie de la Naudière. C'est le début de la Naudière, c'est bien ça? Ah, c'est le voisin de Montréal. C'était quand tu traverses la rivière des Prairies, tu tombais à Charlemagne. Comment À Charlemagne? C'est encore ça. Oui. Et puis, donc, 5700 âmes, c'est bien ça? Oui. Et puis, est-ce qu'il y a encore une vie de village? Tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide? C'est encore comme ça? Je te dirais que c'est de moins en moins là parce que on dirait qu'aujourd'hui, avec l'Internet, les gens se parlent de moins en moins. Les gens se côtoient de moins en moins. Le fait que les gens y aillent plus à l'église, fait que tu sais, les occasions sont pas là, puis les gens sont tellement obligés de faire plein d'affaires, puis de travailler, puis les fins de semaine, il y a plein de gens qui travaillent. Fait que la vie sociale a beaucoup évolué, beaucoup changé avec les années. Mais par contre, moi, mon garçon est la 5e génération sur le terrain, fait que c'est sûr que moi, je connais encore pas mal tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais si tu connais tout le monde, tu dois aussi connaître beaucoup de monde dans les petites villes voisines, là, comme on parle de... Oh, oui. On parle de Le Gardeur, on parle de Repentigny, qui est rendu aujourd'hui assez gros, Repentigny. Là. On peut pas dire que c'est un village, Repentigny, c'est une ville. Environ 84 000 personnes. 84 000 personnes, écoute, puis ce qui fait que ça fait du monde. Donc ça, c'est dans le comté de l'Assomption, Repentigny, là, maintenant, au complet. Repentigny dans le comté de Repentigny avec Saint-Sulpice. Et pas dans ton comté? Non. Ah, non. La partie de Le Gardeur qui fait partie de Repentigny, elle est dans le comté de l'Assomption. Mais Repentigny est dans 2 comtés, autrement dit. OK. Le côté de la rivière, on va dire le côté sud de la rivière l'Assomption est dans l'Assomption, puis le côté sud de la rivière l'Assomption est dans Repentigny. OK. Donc là, t'es-tu officiellement candidat ou ben t'es en train de vendre des cartes de membres? Ah non, mais moi, je vends des cartes de membres. C'est sûr qu'il va y avoir une investiture. On souhaite, en tout cas, moi, je souhaite qu'il y ait une investiture pour laisser de la chance aux gens. Mais moi, ce qui m'emmène là, c'est que, je veux travailler le plus fort possible pour ramener la souveraineté au niveau du débat parce que, c'est la seule façon qu'on a de se libérer. Peut-être, comme on dit, les premières années vont être dures, mais on ne fait pas d'omelette sans casser. Ça ne sera pas plus dur que c'est là. Je peux te dire une chose, là, le plan Parizeau, quand il y a eu, souviens-toi, en 95, le lendemain ou le surlendemain, il avait accordé une entrevue à Stéphane Bureau. Il avait tout placé l'argent, tout était organisé. Lui, il avait tout organisé pour soutenir l'économie québécoise avec la caisse de dépôt. Il n'y avait pas de problème. Ça, c'est des
des bonhommes 7 heures là, qui se lèvent, là, c'est du monde là, qui font peur, là, puis ce soir, on fait peur au monde, là, tu sais. C'est un peu ça, là. Moi, je peux te dire une chose, que quand on regarde l'état de l'économie au Québec, c'est une économie qui est très forte. C'est évident qu'il y en a qui vont toujours dépeindre ça comme une petite province, mais c'est pas vrai. Puis la preuve, c'est que un gars comme Parizeau qui s'est battu corps et âme pour la souveraineté du Québec, ben, je peux te dire une chose, c'est quand tu as un Parizeau de ton bord, ben, tu te dis, je pense que le monsieur, il est assez qualifié, puis il est assez homme d'État, puis qui a fait, je dirais, que donner sa vie pour l'État québécois, parce que Parizeau, s'il avait voulu, là, il aurait été conseiller financier des plus grandes entreprises du monde, là. Ah, bien sûr. Je dirais, de chez Yellow, là. Non. Des grandes entreprises mondiales, là, où on brasse des milliards et des milliards, là. Parizeau aurait pu jouer dans ces ligues-là. Non, il a aimé mieux redonner à son peuple. Il a été professeur au HEC, et puis il a été, disons, un homme d'État, un mandarin de l'État, et puis je pense que Parizeau, c'est tout à son honneur, puis avec les qualifications qu'il avait et le respect qu'il avait de tout le monde, tout le monde financier, tout le monde des finances, ben, il donnait... Tu sais, on disait souvent en 68, André, que René Lévesque, quand il a quitté le Parti libéral du Québec, sous Jean Lesage, puis il a fondé le MSA, puis le Parti québécois par la suite, René Lévesque a donné de la crédibilité au mouvement souverainiste. Avant, c'était le RIN, puis le ARN avec Grégoire, là... comment il s'appelait? Gilles Grégoire, c'est bien ça. Et puis... Mais René Lévesque, quand il s'est envenu, il avait le point de mire avant ça, il était pas mal connu. Il a fait monter le pourcentage de vote des souverainistes de 7-8 à la première élection en 70 à 23. C'est énorme, là. Et aujourd'hui, on regarde les sondages, le PQ a 23. La CAQ a 25, 26, 27, mettons. Puis ça s'échange de même, là. T'sais. Fait que lui, on est en 70, puis il y a 23. C'est énorme, là, pour... Puis il y a déjà 7 députés d'élus. Quand même, pas mal pour une première élection. Donc, René Lévesque, lui, a donné la crédibilité au mouvement, puis il est allé chercher des hommes puis des femmes dans son premier mandat en 76. Là. Ben, il est allé chercher un gars comme Parizeau. Donc, Parizeau, lui, il a comme solidifié la crédibilité de René Lévesque. Et là, on a connu la suite, là, 2 référendums perdus, dont un volé, mais ça, qu'est-ce que tu voulais? On n'a pas tenu de 3e référendum tout de suite après parce qu'on s'était fait voler. Donc, Jacques Parizeau qui dit que la souveraineté, c'est la meilleure chose qui peut arriver aux Québécois, ben, les adversaires ont besoin d'être bien ferrés, comme on dit au Québec, pour venir démolir Jacques Parizeau. Parce qu'il n'y a personne qui peut le battre. Ce qui fait que là, c'est l'ancien député de l'Assomption, ton coin. C'est des grosses chaussures c'est des grosses pointures à chausser. Ce qui fait que là, tu es sur le terrain. Puis, mais est-ce que tu as entendu parler qu'il va y avoir une investiture dans l'Assomption bientôt? Écoute. Ou ben non, c'est comme mort. Là, c'est comme... y a-t-il d'autres candidats qui se sont pointés? Moi, j'ai entendu qu'il y avait 2 autres candidats qui voulaient y aller. Uh-huh. Puis, selon moi, s'il y a une investiture, ça ira pas avant janvier. Donc, on laisserait le temps aux gens de se préparer, de vendre des cartes de membres. Et, il y a quand même quasiment 700 membres là, dans l'Assomption. Là. C'est quand même une bonne base. Ouais. Là. 700 membres dans l'Assomption? Oui. Ben, j'ai pas la liste parce qu'on n'a pas voulu me la donner, là, mais il me semble qu'il y en avait 600 coques, puis tu sais, je t'en ai emporté presque une centaine l'autre fois, fait qu'on doit être 750 à peu près à la date, là. Non, mais c'est excellent quand même pour un parti qui est à l'opposition. Je pense que l'ADQ, mais la CAQ a même pas ça dans l'Assomption, puis c'est le chef
Je suis certain Ouais. qu'ils ont pas 700 membres dans l'Assomption. Ben non, c'est sûr. La gang à Legault. Là. Mais moi, j'espère, François, que les gens, là, ils sont capables de faire leur devoir. Tu sais, hier, j'ai écouté Antoine qui était en émission avec toi. Là. Mhm. Puis si on dit faire l'éducation de nos enfants, là. Moi, là, juste pour le fun, là, j'ai regardé les postes que Legault a occupés du temps qu'il était avec le gouvernement péquiste. Là. Il était à l'industrie du commerce puis des technologies. Il était là, puis je regarde là, toutes les industries au Québec, ils ont toutes disparu quasiment. Puis moi, là, quand il a fait la tournée là, pour la coalition Avenir Québec, je l'ai rencontré à Charlemagne à l'époque, il était avec M. Serrois. Puis j'ai posé une question. À l'époque, c'était le fameux plan Nord de Jean Charest. Puis là, moi, j'ai posé la question. J'ai dit, si, advenant que le plan Nord, ça marche, puis on va de l'avant avec ça. Là. J'ai dit, vous, M. Legault, là, comment vous voyez ça? Est-ce qu'on peut obliger les entreprises étrangères à venir faire au moins la première transformation ici au Québec? Puis, écoute, mot pour mot, il m'a dit non. Il dit, le Québec n'est pas un peuple d'ouvriers. J'ai dit, vous connaissez pas bien votre histoire, vous avez trop grandi dans Outremont, parce que j'ai dit, le Québec s'est fait avec de la sueur de bras. Puis c'est ça qui s'est fait, le Québec. Après ça, j'ai regardé d'autres choses. Il était à l'éducation. On peut-tu dire que Legault il a révolutionné l'éducation? Je pense que depuis qu'il a passé là, ça remet aussi mal. Puis après ça, ils l'ont mis en 2002, il était ministre de la Santé. Écoute, puis aujourd'hui, les gens, ils veulent lui donner le poste de premier ministre. Ben, selon moi, là, excusez, mais il n'y a pas l'étoffe de l'emploi. Par contre, c'est un très bon gestionnaire d'entreprise. Il l'a démontré à Transat. Puis il a eu besoin du fonds, il a eu besoin du fonds de solidarité, il a eu besoin de la caisse de dépôt, puis il a eu besoin de tout ce monde-là pour s'aider. Fait que quand l'argent rentre, c'est facile de gérer de l'argent. C'est quand t'en as pas, il a jamais prouvé qu'il était capable de gérer quelque chose. Ouais. Et puis, je pense que tu touches un bon point. Il a occupé deux ministères, l'éducation et la santé. Je dis pas qu'il a scrappé les ministères. C'est pas ça que non, je moi dis, non là. plus, mais il n'a pas fait de grandes... Mais quand tu dis qu'on ne fait pas assez d'éducation à nos enfants, je peux te dire une chose, tu touches un point. On ne fait pas d'éducation à nos enfants. J'ai retracé quelque chose, André. Écoute, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est une petite vidéo que j'ai trouvée. Ça s'appelle « Programme de l'Union nationale, le catéchisme des électeurs ». Ah, Duplessis. Oui. Mais écoute bien ça. Celle-là, je l'avais jamais entendue. J'ai déjà entendu dans le film sur Duplessis, personnifié par Jean Lapointe. Oui. Il parlait du petit catéchisme. Et là, toi, tu me parles tantôt qu'on ne fait pas d'éducation à nos enfants. Écoute bien ça. OK? T'es prête? Vas-y. Québec est-il libre? Non, le gouvernement du Québec n'est pas libre. Pourquoi le gouvernement du Québec n'est-il pas libre? Parce qu'il est sous la domination des puissances d'argent. Qu'est-ce que les puissances d'argent? Ce sont certains dirigeants de banques, de finances, de hautes industries et de grands commerces qui s'entendent en vue d'avancer, de défendre, de protéger leurs intérêts au déprimant de l'intérêt public. De quelle manière les puissances d'argent s'y prennent-elles pour dominer le gouvernement du Québec? Elles s'y prennent surtout en associant à leurs affaires des ministres, des sous-ministres et des parents des ministres. Pourquoi ces compagnies nomment-elles des créatures du régime à leur conseil d'administration? Ces compagnies nomment des politiciens à leur conseil d'administration pour pouvoir fonctionner en paix, jouir de faveurs spéciales
sur la protection du gouvernement de la province quand elles en ont besoin. Le monde est aujourd'hui la possession de quelques puissances d'argent qui règlent le sort économique et social des êtres humains. Ces puissances d'argent règlent la production, non pas pour répondre aux besoins de l'humanité, non pas pour répandre plus de bonheur, mais la production pour les profits, pour les dividendes, pour grossir toujours le monopole. Nous sommes en des grandes 1936, puissances. mesdames et messieurs. La principale conséquence politique est que les puissances d'argent, ayant ainsi dans leurs mains le régime, trompent et exploitent le peuple avec la protection des gouvernements, financent les partis politiques pour leur permettre de revenir au pouvoir et s'assurent de la sorte une mainmise durable sur le pays, son peuple et ses ressources. C'était un peu ça, André. Quand tu disais, t'as entendu au début, les petits jeunes, c'était une classe, en fait. C'était le professeur qui faisait réciter le petit catéchisme. Et t'as vu, t'as entendu disons, la teneur des réponses des jeunes. Oui. C'était, disons, il y en a qui vont dire, c'est de l'endoctrinement, c'est du bourrage de crâne. C'est écœurant faire ça à des petits-enfants. Ben, tu sais, aujourd'hui, on verrait ça, là. Ah, tabarouette. Les médias sauteraient à l'école où ça se passe. Et que ça serait terrible. Ouais. Mais, Si tu parles arabe, puis tu vas au parc safari, puis tu fais ça, ben, ça peut passer. Ah oui, là, ça peut passer. Ben, ça n'a pas passé bien, ce fois ici. Là. Ouais, non. Je vais te dire une chose, ça n'a pas passé facile. Non, mais tu vois, moi je vais le partager, ça. Ça, c'est bon, moi, j'aime ça, là, quand, là, tu vas voir, je vais me faire taper dessus, là, par certaines élites de gauche, là, mais c'est pas grave, ça. Moi, je trouve ça bon, puis les gens vont dire, c'est de l'endoctrinement. Mais là, je viens de le publier sur Facebook, là, fait que, surprenez-vous pas, là. Mais François, oui. Juste pour te dire, là, moi j'ai eu 2 enfants. Ouais. Puis étant descendant de patriotes, j'ai demandé à mes enfants de lire les livres sur les patriotes. Ils ont-tu lu? Ben, mon garçon l'a lu, ma fille l'a lu. Aujourd'hui, ils comprennent comment on s'est fait voler. J'ai même expliqué à mes enfants que mon grand-père, qui était une personne qui était fourreur, il travaillait dans les fourrures, il a ouvert la plus grosse tannerie dans l'Assomption à l'époque. Puis, à un moment donné, il a découvert qu'il y avait un Anglais qui était capable de colorer la fourrure. Fait qu'ils se sont associés. Puis l'Anglais ne comprenait pas le français, fait qu'il a fait faire des papiers. Puis, il a demandé à mon grand-père de signer. Puis, écoute, ils ont volé la compagnie à mon grand-père. Mon grand-père, à 53 ans, il a reparti sa vieille tannerie qui était en arrière de chez eux. Puis, la dernière job, il l'a livré aux Juifs. Puis, quand ils revenaient avec le chèque, les Anglais qui avaient volé sa tannerie, ils sont venus saisir le chèque parce qu'ils disaient qu'ils le devaient. Fait que moi, là, c'est sûr, et aussi longtemps que je vais vivre, je vais tout faire pour que les Québécois reprennent ce qui était à eux. Puis si c'est possible, ben, on va en faire juste un impôt. Puis moi, je vous le dis, il faut travailler ensemble pour en arriver à ce point-là. Oui, il faut faire un rapport d'impôt. Moi, j'y tiens à ça. Et à Québec, je ne sais pas si tu étais à l'écoute hier, mais j'ai présenté la série Duplessis quand il a expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait créer un impôt au Québec. C'est parce que fallait toujours quémander l'argent à Ottawa et le Québec assumait la santé puis l'éducation. Tu vas me dire, ouais, c'est vrai, avant, c'était des prêtres puis des sœurs qui assumaient la santé puis les gardes malades puis tout ça. T'sais. Mais, une chance qu'ils étaient là, eux autres. Sinon, écoute, moi, je juste te dire 2 choses. Moi, mon grand-père maternel vient de Saint-Jean-de-Mata. Et il a marié une petite fille de Saint-Alphonse. Ce qui fait que mon grand-père a déménagé à Saint-Alphonse. Et à un moment donné,
il fallait... ça prenait quelqu'un qui prenne la terre du grand-père. Lui, eux autres, étaient les plus vieux de la famille. Fait que, il y a eu la terre du grand-père. Les 12 frères et sœurs de mon grand-père sont partis à Lowell, aux États-Unis, où Louis Cyr s'est retrouvé. Puis, bon, on connaît la suite de l'histoire de Louis Cyr. Ouais. Mais on a vécu dans la pauvreté d'aplomb au Québec. Puis on a été un peuple qui s'est relevé les manches, qui s'est levé debout. Puis aujourd'hui, on voit, hein, puis t'en connais, là, je suis certain que t'en connais des millionnaires, mais il y en a plein de Québécois de souche qui sont millionnaires. Hier, j'entendais le gars qui remplace du Trisac, là. Il dit, vous savez, les Québécois, j'aime pas ça de dire ça, ce terme-là de souche, mais bon, pour qu'on se comprenne bien, il vient de dire, il aime pas dire les Québécois de souche. Il aime pas ça de dire ça, lui. Ben non. C'est complètement débile. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On peut plus parler. Les Québécois de souche, là, les Tremblay, les Taillefer, les Saint-Louis, les Gauthier, on appelle comment ça, ce monde-là? On peut pas, on sait pas. Là. Un Haïtien, c'est un Haïtien. Un Canadien, c'est un Canadien. Normalement, un Canadien, c'est des Anglais. Fait que c'est un Canadien, c'est un John, pas Johnson, mais disons, en tout cas, peu importe, je m'en fous, là. Et puis, les Italiens, c'est des Italiens. Nous autres, on dit des Québécois. Mais quand on dit Québécois, là, c'est tout le monde ensemble. On est en train de noyer notre nationalité. C'est ce qu'on. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Mais toi, comme candidat du PQ, tu vas arriver avec ce discours-là. Et j'espère que tu vas avoir une certaine influence sur Jean-François Lisée et les autres membres du PQ pour faire en sorte que la prochaine campagne se déroule sur la fierté des Québécois. Parce que je pense que de plus en plus, on a de la difficulté là-dessus. Puis à chaque fois qu'on se dit fier d'être Québécois, on se fait quasiment traiter de raciste. Il faut casser ce rythme-là. Et je pense que la prochaine campagne du PQ va servir aussi à ça. Espérons-le. Parce que Legault, s'il veut jouer sur ce tableau-là, il va se faire pogner dans le raccoin parce que il peut pas aller à l'est parler de la bouche droite puis aller à l'ouest parler de la bouche gauche, là. Avoir deux discours différents. Parce que quand il s'en va dans l'Outaouais puis à Montréal, il dit qu'il est fédéraliste au bout. Il va falloir qu'il s'assume à l'Assomption, à Repentigny, à Mascouche, à Terrebonne, à Saint-Jérôme, tu sais, d'un comté francophone au bout. Là, il va falloir qu'il va dire quoi? Je suis nationaliste? Ben, moi, je l'ai trouvé à la définition dans le Larousse de nationaliste. C'est quelqu'un qui veut faire du Québec et de son État un pays souverain. Il va falloir qu'il... il va avoir la difficulté, là. Il va falloir qu'il patine, le Legault. Mais ça va prendre une stratégie au Parti québécois ferme. Et puis, je pense que Antoine Boucher-Paquette, qui était avec moi hier soir, l'a rencontré. Il a dit ça. Il a dit à peu près la même chose. Et, ben, bizarrement, Joseph Facal a écrit 3 textes la semaine passée. Puis il en est venu à la conclusion. La même conclusion qu'Antoine Boucher-Paquette. Puis j'arrive à la même conclusion. Et je pense que tu arrives à t'entendre parler tantôt des patriotes, de la fierté de tes grands-parents, de tes souches. Ben, t'es fier de ça, mais c'est pas tout le monde. Je me rappelle, André, mesdames et messieurs, que nous sommes en compagnie d'André Taillefer, candidat candidat à l'investiture du comté de l'Assomption pour le Parti québécois. Mon grand-père, quand il était petit gars, puis qu'il avait 14 ans, on parle de 1940-41. Il est né en 27. Puis à un moment donné, il voulait s'intéresser à ça, à l'histoire des patriotes. Il commençait à poser des questions à sa mère, à ses oncles, ses tantes. Puis là, il y en a un dans le tas, là, donc qui est mon arrière-oncle ou une arrière-tante, a dit, mon père s'appelait Aimé. Il dit, Aimé, parle pas de ça. Tu sauras, mon petit gars, que dans notre famille, on a un pendu. Ça fait que, s'il te plaît, parle pas de ça. En 1940, 100 ans après, là, 100 ans après les pendaisons, 103 ans, 102 ans après les pendaisons. Fait on part de loin. On part de loin, puis c'est pour ça que je t'ai fait entendre tantôt, tu disais, éduquer nos enfants, ben, je te dis pas des éduquer de la façon de prendre les classes au complet, ça marchera pas aujourd'hui. Mais
avoir le même réflexe que tu as eu avec tes 2 enfants, ton gars, ta fille, de leur faire connaître l'histoire du Québec, de leur faire connaître l'histoire des Patriotes, parce que je pense que c'est un moment important dans notre histoire. Parce que c'est pas... L'histoire des Patriotes, c'est un mouvement pour instaurer la démocratie. Parce que avant ça, c'était un gouvernement qui était, disons, qui contrôlait tout. Puis il n'y avait pas de gouvernement qu'on pouvait dire responsable. On se battait pour avoir un gouvernement responsable, c'est-à-dire être élu par le peuple puis pour le peuple. Et puis, il y a eu 92 résolutions. Demande-moi pas c'est quoi les 92, je ne sais pas. On ne peut pas apprendre ça par cœur, là, c'est quasiment impossible. Il y en a trop, mais on peut avoir la liste facilement sur Internet. Vous n'avez qu'à googler ça, là, puis il n'y aura pas de problème, vous allez les avoir. Mais il faut, puis je pense dans les régions, on l'a, ça. Mais à Montréal, je peux te dire une chose, moi, tout, tu sais, s'il n'y a pas de trafic, André, là, un dimanche matin, puis à 6 h du matin, normalement, il n'y a pas de trafic le dimanche matin, à 6 h. Si je prends... je m'en vais chez vous en auto, là. Je pense, là, qu'en 20 minutes, là, de porte à porte, je suis rendu dans la maison chez vous. Ah, 20-25 minutes. Hein? 20-25 minutes, je suis dans la maison chez vous. OK? Ben oui. Quand je vais travailler en autobus le matin, là, à Saint-Henri, ça me prend 40-45 minutes. Écoute, Donc, ouais. presque le double du temps d'aller à Charlemagne, en dehors de la ville. Bon, tu vas me dire que c'est à côté de la ville. Mais à Montréal, moi, j'ai grandi sur la rue Saint-Denis puis Bellechasse. Puis plus tard, sur la rue d'Iberville et Bellechasse, dans le comté dans le quartier de Rosemont, Petite-Patrie, Saint-Denis, Bellechasse, Petite-Patrie, puis Iberville, Bellechasse, Rosemont. Et j'étais un gars de ville. Je peux pas dire que j'étais un gars de campagne. Moi, là, des foyers dans la maison, je connais pas ça. J'ai jamais eu un foyer chez nous, moi. C'est vrai, là. Si je te dis... Il n'y en a pas à Montréal. Il n'y en a pas. Il y en avait, puis il y en a encore, mais moi, j'ai jamais eu ça chez nous. Avoir une corde de bois dans le cours chez nous, jamais eu ça. Première fois que j'ai rentré une corde de bois chez quelqu'un, c'est à la rue Bellechasse, pas loin. J'étais assez en maudit. Le gars, il a laissé la corde de bois en plein milieu de la ruelle. J'étais obligé de charrouer ça tout seul, là. Par les places, j'avais 3-4 cordes de bois là-dedans, je venais fou. Mais je l'ai faite quand même. Mais c'est pas la même réalité. On n'est pas du tout dans la même réalité quand on parle de Montréal et de la banlieue très proche. Là, on parle de la banlieue très proche, Lachenay, Charlemagne, Laval. Laval, il fut un temps où Laval, c'est-à-dire, il y avait beaucoup de fermes à Laval. Dans le comté de l'Assomption, il y en a énormément. Encore aujourd'hui? Puis moi, ça, c'est une autre affaire qui me fatigue beaucoup parce que je regarde la fameuse compagnie de M. Sirois là, qui achète les terres agricoles pour les louer aux agriculteurs. Charles Sirois, tu parles, toi? Bon, oui, Charles Sirois. Tantôt, là, il dit qu'il ne veut pas les vendre, les terres, mais tantôt, il va vendre son entreprise à des intérêts étrangers. Il va s'en mettre plein les poches, puis c'est nous qui allons perdre nos terres. C'est où qu'il y a des terres, ça, lui? là, il fait ça, puis c'est un grand chum de François Legault. Sont où ces terres-là qui appartiennent? Ben, il a commencé un projet, là, il n'y a pas longtemps, à l'Épiphanie, avec un des cultivateurs. Puis là, il en achète partout, là. Puis Écoute, tantôt, là, on va se faire Parce que les avoir, terres là, sont ça. cultivées, même si ça lui appartient. Ouais, ben, il est loup au cultivateur. Ah, il est loup. C'est à lui les terres, puis il est loup. Ouais. OK, il y a de l'argent, mais il y a de l'argent sacrément, lui. Ben non, mais avec la location, il se repaye. Oh, je sais, mais il faut que tu les achètes, les maudites terres. Ouais, mais Charles Sirois, il est milliardaire, lui. Les Il a fait milliardaires. son argent, ben oui, il a fait son argent dans les télécommunications, là, avec les réseaux, les téléphones, je pense que c'est Puis la là, il téléphonie achète mobile. des terres, puis il est loup au cultivateur. Ben oui, Ben, bâtard. C'est pas pire. ben oui. Puis il a même demandé un prêt à la Caisse de dépôt. Je pense que c'est 20 millions. En tout cas, puis ça, c'est dans ton comté, ça. Ben, il en fait partout à travers le Québec, mais il a commencé un projet dans mon comté. Ah, oui. Ça, c'est le comté qui est juste limitrophe à celui de Legault. C'est ça que tu me dis, là. Hein? Non, c'est dans le comté de Legault, puis Charles Sirois est un grand ami de M. Ah, ben, c'est Legault. ça, tout est dans le comté de Legault. Parce que Ben je oui. me mélange, parce qu'avant, il était dans Rousseau, dans lui, Rousseau, avant. lui, avant. C'était Berthier, à peu près, c'était ça? Non, Rousseau, c'était Saint-Rod-de-la-Chigan, l'Épiphanie, OK. puis tout ce coin-là en arrière. Là. OK. La Valtrie, c'était-tu dans Rousseau?
Non, Non, la batterie dans était Joliette? dans Berthier, était avec Berthier. OK. OK. Donc, Charles Sirois, il est, disons, il est dans l'agriculture, mais pas vraiment dans l'agriculture. Il loue, lui. Lui, il loue, c'est ça? Lui, il achète les terres, puis il reloue au cultivateur. En tout cas, c'est Et un à moment dossier qui donné, est intéressant à suivre. Là. J'espère que ce serait bon. Je t'enverrai le lien du nom de la compagnie. Envoie-moi le dossier, ce serait pas pire, ça, que je puisse mettre la main sur ce Puis dossier-là. parle-en avec Max Bradette, il est très au courant. OK. Ben, envoie-moi le lien. Envoie-moi le lien. Oui. Je vais t'envoyer c'est le nom de la intéressant. compagnie. Donc, écoute, André, donc on l'apprend ce soir, le candidat à l'investiture du Parti québécois du comté de l'Assomption. Puis c'est pas pour ça là, que tu es chroniqueur chez nous le vendredi soir. Là, ça n'a rien à voir. On se connaît de longue date. Ben Ce qui fait que ça ne t'empêchera pas d'être chroniqueur ici. Et c'est pas parce que ici, c'est une radio engagée. Hein? Fait que on fait pas disons, Une radio engagée avec un petit salaire. Salaire? Pas de salaire. Le salaire, il n'est pas gros. Paye de ma poche. Là, je sors l'argent de ma poche. On fait une campagne de financement bientôt, fait que pas tout de suite. Là, on va attendre que les vacances se terminent. Et puis, début septembre, on va faire une campagne de financement parce que c'est toujours Jean-Marc, moi, qui sort l'argent, puis quelques autres. Ce fait que là, on va essayer de demander aux gens qui puissent contribuer un peu plus. Mais avec le show de José Rivard puis de Max Bradette, ça, c'est leurs affaires. Ça n'a rien à voir avec Radio FST. Moi, je pensais qu'on aurait pu faire ça en même temps, François. Non. Moi, le financement, là, c'est à part parce que moi, je ne veux pas commencer à mélanger les affaires. Ils vont tous vouloir avoir mon argent. Là, et ces deux-là, ça fait que... Puis je veux pas de leur argent parce qu'ils vont travailler assez fort. Fait que je vais les laisser, là, s'ils peuvent faire un petit peu d'argent avec ça, ben tant mieux pour eux autres, là. Ils vont travailler fort, ce qui fait que je veux pas leur prendre un sou noir, là. Non, il n'est pas question. Donc, début septembre, ben, ça n'empêchera pas de vendre des billets, par exemple. La promo, il n'y aura pas de problème. Donc, André, on se reparle vendredi prochain? Pas de problème. Entre-temps, s'il y a quelque chose, envoie-moi le lien en passant de Charles Sirois. Je t'envoie ça tantôt, ce sera pas bien long. Merci, André. On se reparle vendredi prochain, 21h30, même heure, même poste que d'habitude. Ben, ça marche. Salut, André. Salut, André Taillefer, candidat à l'investiture du Parti québécois dans le comté de l'Assomption. Et il veut se pogner contre Legault, lui. C'est le député Legault de l'Assomption. Ce qui fait que défi très, très intéressant. Et je pense que ça va être assez pointu à André Taillefer. Il est capable, c'est un gros travaillant. Et je peux vous dire une chose, il va en vendre des cartes de vente, je le connais, il va être sur le terrain, il est déjà sur le terrain. En attendant notre ami Denis Laberge, mesdames et messieurs, je vais vous présenter quelqu'un. Je pense que les gars de sport l'ont déjà eu. Mais c'est un spécimen, c'est un cas très rare. Ben, c'est du jamais vu. Là. Écoutez bien ça. Le gars, c'est un joueur de football. Il s'appelle Laurent Duvernay-Tardif. Ben, il s'est confié là, à l'agence QMI. Ben, il est joueur de football. Et je pense, Denis est déjà arrivé. Je vais le saluer pour vous et pour moi en même temps. Salut, Denis, comment ça va? Bonjour, ça va bien, vous autres? Ah oui, ça va bien. Si vous me donnez 2 petites minutes, je vais vous parler on fera votre chronique tout de suite après, de Laurent Duvernay-Tardif. Ça doit vous dire quelque chose. Ben oui, avec les Chiefs de Kansas City. Ah oui, c'est un joueur de football puis il est médecin. Ben, il va être médecin, là. Ouais, en fait, il veut poursuivre ses études. Là, il a signé un gros contrat. Ça va être son dernier parce qu'il veut compléter après ça ses études. Ben, pas après. Regardez bien ça. Là. Lui, il est détenteur d'un contrat de 41 millions de dollars qu'il a signé en février dernier avec les Chiefs de Kansas City au football. C'est ça. Et puis, donc, c'est un... Vous savez, le football américain, ça se passe en anglais. Puis lui, c'est Laurent Duvernay-Tardif. Lui, c'est un joueur de ligne offensive qui mène, en fait, une double vie, celle de footballeur et d'étudiant en médecine.
Puis il a expliqué son histoire qui est maintenant super connue aux États-Unis. Et il veut seulement, là, je le cite, je suis simplement reconnaissant de pouvoir traiter mes patients et dans quelques rares cas leur donner mon autographe. Mon but ultime, c'est de pousser le concept d'être étudiant athlète au plus haut niveau, de montrer qu'il est possible de vivre deux passions très différentes. Pour la plupart des gens, ils semblent plus sensés de choisir le football à la médecine, mais il y a un choix que Duvernay-Tardif veut faire, c'est il ne peut pas choisir entre les deux. Et écoutez, il a 6 pieds 5 pouces, 321 livres. Fait qu'il a fallu qu'il se fraye un chemin dans le monde du football, malgré le scepticisme de certains à son endroit. Et avant de s'enrôler, tout le monde disait que son anglais était pas bon. Ben, il est allé à l'Université McGill et puis il s'est dévoué. Puis ce qui est d'autant plus méritant dans le cas du programme de football de l'Université McGill, c'est que c'est pas le plus victorieux depuis. Ben, ils ont gagné la Coupe Vanier une fois, oui, mais c'était à l'époque où il n'y avait pas d'université de langue française, qu'il y avait des équipes de football, genre Rouge et Or de l'Université Laval ou les Carabins. Mais depuis qu'on a du football universitaire dans les universités de langue française, ben, le programme de football à McGill, là, c'est une peau de chagrin. Ouais. Mais là, son objectif à Laurent Duvernay-Tardif, il s'en cache pas, c'est qu'il veut terminer ses études en médecine en 2018, donc l'année prochaine, pour devenir éventuellement le premier joueur de la Ligue nationale de football à fouler le terrain avec son diplôme de médecin dans sa poche arrière. Oui. Et son chandail de football. Il y aurait les deux titres, là. Joueur de football, puis je peux vous dire une chose, je pense qu'après sa carrière, il n'aura pas de misère à s'ouvrir une méga clinique, ce gars-là. Non. À 41 millions de dollars. Puis quand tu es rendu en dernière année de médecine comme ça, là, c'est que tu es pas mal bon à l'école, Ouais. puis je pense que tu vas terminer ton cours. En principe, là, quand tu es rendu là, ouais. c'est presque fait. Là. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que Laurent Duvernay-Tardif, c'est un cas rare. Là. Ça serait le premier joueur de football dans la Ligue nationale de football et la Ligue probablement canadienne de football, étant être médecin. C'est pas rien, là, quand même. De toute façon, dans la Ligue canadienne de football, les plus hauts salariés, on peut parler d'un salaire de peut-être 400 000 ouais. par saison. Ouais. Ça, c'est les plus hauts. Alors ça, c'est les plus gros dans la Ligue canadienne. Alors, imaginez dans son cas. À 41 millions, là, on commence à parler d'argent, mais même si dans la Ligue nationale de hockey ou dans d'autres sports, un combat, Mayweather a eu 100 millions, 120 millions pour un combat de boxe. Parlant de boxe, on a appris à regret aujourd'hui le décès d'un arbitre que vous avez peut-être vu à l'œuvre. Oui. Marvin B. Wright, là. Oui. Il était frappé d'un cancer. Cancer de la peau. Il n'était âgé que de 51 ans. Il n'était pas vieux, le gars. Là. Puis c'est très jeune pour... Oui, il était sympathique en plus, le monsieur. Là. Ouais. Très sympathique. Donc, on se dirige dans la chronique, on s'en va dans quel moment de notre histoire, Denis, ce soir? Assez récemment, pour illustrer quand même qu'on a au Québec deux événements culturels majeurs dont la renommée a eu le temps, dans un laps de temps quand même relativement court, de dépasser les frontières du Québec. Alors, voilà le dénominateur commun entre les deux. Un de ceux-là, c'est à Montréal, ça se termine demain. C'est la 38e édition du Festival international de jazz de Montréal, qui est devenu l'un des plus importants au monde, dans un laps de temps quand même relativement court. Ça a commencé, mais en fait, il y a eu une tentative qui n'a pas fonctionné parce qu'on n'avait pas complété avec succès le montage financier en 1979. Mais en 1980, les promoteurs, comme Alain Simard, évidemment, et puis Hyman Goodstein,
et puis Ray Aston, et puis d'autres aussi, ont réussi à finalement monter un projet avec la Ville de Montréal pour tenir le tout premier festival de jazz de Montréal. C'était aussi à l'initiative d'une station de radio communautaire qui existe encore, Radio Centre-Ville Saint-Louis. Il y avait une émission de jazz et les animateurs se sont dit à l'époque, si on pouvait avoir un événement rassembleur pour faire rayonner notre passion pour le jazz. Alors, on s'est entendu avec Télé-Québec, puis à un moment donné, des personnes qui animaient des émissions à la chaîne de Radio-Canada se sont joints au groupe. Puis petit à petit, on a monté ça. On a commencé donc sur le site de l'île Notre-Dame à Montréal en 1980. Ça s'est déplacé au long des années dans ce qu'on appelle le quartier latin, là, la rue Saint-Denis, près du théâtre Saint-Denis, disons entre Ontario et puis Sainte-Catherine. Et puis, en 1989, on s'est déplacé du côté de la place des Arts. Les problèmes financiers ont commencé, mais disons qu'avec beaucoup de détermination, les promoteurs, dont Alain Simard est encore impliqué là-dedans, avec Spectra et l'organisateur de spectacle Guy Latraverse. Mais on a réussi quand même à convaincre des entreprises privées de prestige. D'abord, ce fut l'Alcan, ce fut General Motors ensuite de ça, ce fut Air Canada, pour aboutir aujourd'hui avec Bell. Et donc, le festival a surmonté ces difficultés financières. Il y a eu des spectacles qui ont été marquants au fil des années, avec le Cirque du Soleil notamment. Ce festival-là a comme particularité d'avoir deux volets. Un gros volet de spectacles gratuits et puis un volet en salle à la Place des Arts et de temps en temps aussi au Centre Bell. Parmi les gros artistes qui sont venus, évidemment, il y a le Cirque du Soleil qui a fait un spectacle qui a été mémorable dans le centre-ville de Montréal. On a eu Melissa Etheridge, Duke Ellington, Oscar Peterson, un Montréalais qui s'est illustré dans le jazz et qui est décédé il y a quelques années. Stevie Wonder, j'ai mentionné. Alors, tous les grands noms du jazz ont un jour ou l'autre, depuis 1980, visité Montréal pour divertir les gens qui aiment le jazz, mais aussi ceux qui, en vacances, aiment faire un tour au centre-ville avec les nombreux spectacles gratuits que nous avons. Évidemment, depuis quelques années, sous l'initiative de Gérald Tremblay, on a aménagé la place des festivals. Dans le cas de Gérald Tremblay, on conviendra qu'il n'est pas montrable dans le public à Montréal, compte tenu du fait qu'il a été complaisant dans la malversation et la corruption. Mais l'histoire retiendra aussi de Gérald Tremblay que c'est lui qui a initié le quartier des spectacles animés tel que nous connaissons dans le centre-ville de Montréal. Ce que je regrette dans le cas du festival de jazz, c'est que depuis quelques années, pour accommoder les organisateurs et en particulier Evenco et la division spectacle du Canadien, on a dû déplacer le grand spectacle de la Fête nationale de la Saint-Jean à Montréal du 24 juin au 23 juin. Puis je le dis comme je le pense, il me semble que c'est pas pareil. C'est pas pareil faire ça le 23 plutôt que le 24. C'est comme si on fêtait Noël, je sais pas moi, le 20 décembre au lieu du 25. C'est l'impression que ça me donne. Mais enfin, on dit comme on dit. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aime mieux le 24. Premièrement, laissons la place aux plaines d'Abraham pour le 23 et le 24. Et regardez
Je vais prendre 2 pays qui sont près de chez nous, au Québec, le Canada et les États-Unis. Ils font leur spectacle le jour de la fête de leur pays, de leur respectif. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Tu sais, pourquoi les plaines d'Abraham, on fait ça la veille? Parce que on veut mettre ça sur 2 soirs, puis 2 Puis grands spectacles. Ben oui, Ça a toujours effectivement. été le même. Puis là, la Société Saint-Jean-Baptiste, cette année, il y a 2 ans, je pense. Oui, 2 ans. Bon, moi, j'ai un peu ri, quand on m'a donné la raison officieuse. Là. Ouais. Vous ne pourrez pas deviner c'est pourquoi. C'est impossible. Bon, c'est pour accommoder les gens de Bell puis Evenco pour aménager leur scène. Mais écoutez, cette année, il y aurait eu le temps de faire ça le 24 juin. Le festival a commencé le 28 juin. Allez-y, François. Ah non, c'est pas pour ça. Bon, il y a des coûts, là. Il y a des coûts qui sont élevés à aller au Parc Maisonneuve. J'en conviens, là. Mais c'est pas pour ça qu'on m'a donné. C'est pas la raison qu'on m'a donné. J'ai tombé en bas de ma chaise. J'ai dit, pourquoi vous avez déménagé? Ah, c'est parce qu'ils nous demandaient de réparer le gazon qui était abîmé. Oh, J'ai dit, franchement. pardon? J'ai dit, répète-moi ça, là. Oui, on nous a demandé de réparer le gazon. C'est pour ça qu'on s'en va dans le centre-ville. Ah ouais, OK. Moi, je le sais, j'ai été trésorier. Ça coûtait 55 000 il y a à peu près 10 ans. En 1998, peut-être un petit peu plus tard, 2002, là, à peu près, là, 2003. 55 000, juste bâtir la scène au Parc Parce que Maisonneuve. pendant toutes les années où vous avez été impliqué de plus près dans la SSJB, ce spectacle-là de la fête nationale s'est déroulé au Parc Maisonneuve. Oui, puis il y avait 250 000 personnes. Un quart de Puis- million qui avait... Ben oui, puis rappelons-nous, on en a parlé il y a 2 semaines, on vous a fait jouer le fameux discours patriotique du regretté Jean Duceppe par rapport à ce qui s'était passé suite à l'échec de l'accord du lac Meech, la longue marche qui a attiré 1 million de personnes du centre-ville justement au Parc Maisonneuve Ouais. sur Sherbrooke. Ouais. Ben, Rappelons-nous ouais. de ça, puis de bien d'autres aussi. Oui, parce qu'il faut le savoir. Là, le spectacle, le site du spectacle du Parc Maisonneuve, c'est sur l'ancien terrain de golf. Il y a encore un terrain de golf au stade au golf municipal, c'est-à-dire en arrière des pyramides olympiques. Là. Mais c'était un 18 trous, là, c'était un 9 trous. Et il y a 3 allées. Là. On prenait les 3 allées. Il rentrait à peu près 60 000 personnes par allée. Il fait à peu près 220. Venez pas me faire à croire que c'est à la place des festivals dans le Vieux-Montréal, dans le centre-ville, il rentre 100 000 personnes. C'est pas vrai. Quand il y aura rentré 25-30 000 personnes là-dedans, là, pour moi, là, c'est le maximum. Si on me dit 50, ben, je vais dire 50, là, c'est le gros maximum. Je regarde la foule qu'il y a, la scène, puis la foule qu'il y a devant la scène. Mais c'est une allée droite, puis c'est tout. Je me souviens très bien aussi qu'à l'époque où, puis c'est pas si lointain, ben c'est loin, oui et non, là, mais c'est assez près dans mes souvenirs pour m'en rappeler, là. Les Expos jouaient au stade olympique le 24 juin, Ouais. commençait le match un petit peu plus tôt qu'à l'accoutumée, ce qui faisait alors en sorte que lorsque la partie se terminait, ben, les gens avaient le temps de se déplacer. Il y allait à l'autre bord de la rue. Il y avait de l'autre bord de la rue, puis il manquait rien. Le spectacle commençait à 9 h. La partie de baseball, mettons, finissait à 8h30 du soir. Mais ça donnait amplement de temps pour les gens qui allaient au baseball, puis qui étaient désireux d'aller voir et entendre le spectacle au Parc Maisonneuve, de bien s'installer, puis de rien manquer. Moi, je pense que c'est pour économiser des sous et non pour réparer le gazon. Là. Comprennent pas, Ben oui, comprennent pas les gens pour des idiots. Là. Je comprends qu'il faut économiser. Je comprends tout ça. Là. Juste la scène, c'est 50. Il y a 10 ans, c'était 50 000 55 000. Ouais. Aujourd'hui, ça doit être 75, là, disons. Mais je peux vous dire une chose, il n'y avait aucune ambiance qui battait le Parc Maisonneuve. Il y a non. quelque chose qui se passait là, que on se disait, bon, ben là, on peut lâcher notre fou. On est dans un parc, c'est grand, c'est vaste, on dérange personne.
Les maisons sont loin du parc. L'autre côté de la rue, c'est le stade olympique. C'est dans le parc Maisonneuve, du côté de la rue Sherbrooke. La plus proche maison au nord, c'est Rosemont. Ah oui, C'est loin, loin. C'est longtemps là, de Rosemont à Sherbrooke. Tu traverses le jardin botanique. Au complet. Puis à l'ouest, si t'as le jardin botanique à l'ouest, puis t'as des premières maisons à Pineuf, puis t'es près de Villot. Ouais. Non, il n'y a pas une place mieux que ça. Longtemps. Et puis, dans le centre-ville, je suis jamais allé. Ça m'intéresse pas. Mais comme je vous dis, c'est comme si vous fêtez Noël tous les ans, le 21 décembre au lieu du 25. Non, puis je pense que les gens à Québec n'ont pas très apprécié, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est deux maisons de production différentes qui organisent. Et souvent, elles sont en réelle compétition. À la réelle compétition, puis je suis certain qu'il y en a peut-être parmi vous qui est à l'écoute et que nous saluons, bien entendu. Je suis certain qu'il y en a parmi vous qui, à un moment ou un autre, avaient assisté au spectacle de Québec le 23 juin pour ensuite vous rendre à Montréal quand c'était le 24 juin au Parc Maisonneuve. Je suis sûr qu'il y en a. Oui, tout à fait. Mais je peux vous dire que la chasse aux artistes commence très tôt parce que les deux maisons de production qui se compétitionnent, puis il y avait la maison de production qui faisait Ben et Bum, là, qui était une de ceux-là. Je ne sais pas si c'est encore ça, je ne suis plus là-dedans, fait que je suis ça beaucoup moins, là, de plus près, là. Je ne suis pas ça de près du tout. Mais c'était qui va avoir les artistes, soit pour les plaines ou pour Montréal, ou autre endroit, là, parce qu'il y a plein d'autres endroits là, qui font un gros spectacle. Laval, prenons Laval. Laval, il y a un gros spectacle. Il y avait un gros spectacle. Il y a un gros spectacle, et là, eux autres faisaient leur spectacle au centre de la nature. Autrefois, lorsqu'on avait le méga spectacle de la fête de la Saint-Jean à Montréal, le 24 juin, eux, ils faisaient le 23 au centre de la nature. Là, on s'est ajusté du côté du comité organisateur de Lavallois pour au moins le faire le 24. Alors, puis on peut quand même accueillir pas mal de monde là aussi, au centre de la nature. Bien sûr, Laval, c'est pas Montréal, là, par contre. Mais... ça a toujours été des gros spectacles. Hein, Ça a quand même été. Oui, Jean-Pierre Ferland s'est produit là à maintes reprises. Oui. Puis, il y avait du 75 000 personnes, certains là. Facile, là. C'était un gros spectacle. Et je pense que... En tout cas, je pense que les gens, il faudrait peut-être qu'ils se reparlent, là, et je ne sais pas si on aurait les capacités financières de retourner au Parc Maisonneuve. Mais bon, là, je suis pas dans le comité, puis j'ai pas l'intention de retourner là. J'ai assez de boulot comme ça ici sur Radio Infocité que je pense que on va garder nos brebis chacun de notre côté. Je pense que tout va mieux aller comme ça. Fait. Quant à l'autre événement d'envergure, c'est la 50e présentation du Festival d'été de Québec qui a commencé en 1968, mais ça a bien changé depuis ce temps-là, depuis que Hélène Savoie, Constance Paré, Hélène Trépanier, Michel Viel et un groupe de commerçants de la Grande Allée ont voulu organiser une activité culturelle d'envergure pour faire passer un message que Québec, l'été, il se passe de quoi? Et puis, c'est pas... oui, l'hiver, le carnaval, mais l'été aussi, ça a ses charmes, cette ville-là. Puis j'espère personnellement que si vous prenez 2 semaines de vacances encore, un petit peu plus tard au cours de l'été, que vous irez faire un tour quelques jours pour rencontrer des gens, voir un bon match de baseball en plein air. Il y a bien des choses à faire. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est une belle ville. Mais, disons que ce qui s'est passé au référendum de 95 a eu une incidence sur le Festival d'été de Québec. Je l'ai mentionné à Radio Infocité que, à mon humble avis, c'est dans la région de Québec que le résultat du référendum de 95 s'est joué. On ne se cachera pas que la faveur nationaliste dans les années
dans les quelques années qui ont suivi ce référendum-là, c'était moins évident un peu. Et puis, ça a eu des répercussions sur le festival d'été où on mettait en évidence jusque-là surtout des artistes de la francophonie, autant nos artistes ici que ceux des pays francophones des autres continents. Mais impératif financier oblige, au cours des années 2000, et sous la pression notamment du chantre de la promotion de la musique vocale en langue anglaise au Québec, Jean-François Filion, animateur de radio, fils d'un ancien député du Bloc québécois, Gilbert Filion, de regretter mémoire, il s'est même vanté récemment d'avoir réussi à faire, et je cite, faire en sorte de grouiller le cul des organisateurs du festival d'été pour qu'on anglicise le festival. Il faut dire aussi que dans les premières années, là, dans les années 70 et 80, on n'utilisait pas la scène des Plaines d'Abraham pour les spectacles. On utilisait plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui le parc de la francophonie, un emplacement situé à proximité des terrains où nous retrouvons l'édifice de l'Assemblée nationale. Mais poser la question, c'est y répondre. Si on organisait un festival d'été, une manifestation culturelle à Toronto, avec 10 jours sur 12 sur la scène principale en très grande vedette d'artistes francophones, poser la question, c'est y répondre. Il y en a qui ont oublié qu'à Québec, il y a une partie du tourisme, je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça, mais il y a une partie du tourisme qui vient à Québec, que ce soit en été ou en hiver ou en toute saison, à ce côte. Et puis, qui viennent parce qu'ils veulent entendre parler autre chose que de l'anglais. Ça se pourrait-tu qu'il faut en tenir compte de ça? Je dis pas que c'est tout le monde. Mais quand vous parlez de Jeff Fillion, là, le pire, c'est lui qui dit ça. C'est pas trop grave parce que si ça ne représente que lui, pas surprenant. Mais c'est parce qu'il y a de l'influence, le gars. Puis il y a de l'écoute. Puis il y a du monde qui sont d'accord avec lui. Moi, j'écoute pas ça de la musique francophone. C'est plate de la musique francophone. Écoutez, il y avait une émission... Je l'écoute pas. Écoutez, Denis, là, un autre que j'entends. Moi, j'écoute pas ça, les téléromans francophones. C'est plate, j'aime mieux écouter les téléromans anglophones. Oui, je sais. Quand on regarde les téléromans, c'est souvent la même chose. Hein, entre eux et nous, c'est des histoires d'amour et des affaires de même. Là, écoute, les feux de l'amour, c'est... Non, mais c'est parce qu'il faut-tu être... je dirais... En fait, c'est pas être colonisé, là. Ça l'est un peu colonisé de la part de Jeff Fillion, mais c'est plus que ça. Moi, c'est la haine qu'ils ont envers leur langue. On dirait qu'ils ont une haine envers le français. Ils n'aiment pas leur langue. Ils n'aiment pas le français. Ils aimeraient mieux, eux autres, que tout se passe en anglais ici. Comme je vous dis, c'est sûr, c'est pas pourquoi. Je sais pas. Comme je vous dis, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui va à Québec pour... Mais il y en a mais il faut quand même l'admettre aussi. Il y a une partie du tourisme qui vient à cause de tout ça pour entendre parler d'autre chose que de l'anglais. Exact. Effectivement. Alors, ça, il faut quand même... Donc, 50 ans cette année, le Festival d'été de Québec? Donc, c'est le 50e anniversaire du Festival d'été. Et ça se poursuivra jusqu'au dimanche 16 juillet. Alors, 2 événements qui ont quand même transcendé le temps, dans un laps de temps quand même relativement court, et 2 événements au Québec dont la réputation dépasse donc largement nos frontières, pour devenir des événements de calibre international. Mais je pense bien que même en ayant un petit peu plus de spectacles, je ne dis pas que jamais il doit y avoir de spectacle en anglais au Festival d'été de Québec, c'est pas ça, mais je veux dire que
quand même, il faut quand même... On met un peu d'effort, hein, me semble que c'est... Faut en mettre un petit peu plus. Je sais pas, puis je pense que comme vous disiez tantôt, Denis, les touristes qui viennent ici veulent entendre parler, surtout les touristes nord-américains, veulent entendre parler autre chose que l'anglais. Ils sont capables de se débrouiller dans les restaurants là, pour les menus. Là, souvent, bien des menus sont bilingues. Ça les aide, disons que ça les aide, mais ils seraient complètement dépaysés si ça serait seulement qu'en français. Mais je pense que c'est une erreur qu'ils font en ne mettant que des spectacles en anglais, même s'il y a un public pour ça, là. Mais parce que c'est en anglais, même si c'est à Montréal, moi, je n'irai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Il y a des spectacles en français, mais c'est relégué à des scènes de second A, parce que c'est sur la scène des plaines d'Abraham maintenant qu'on fait les gros spectacles à grand déploiement. Puis, et n'oubliez pas non plus que ce qui choque un petit peu dans le cas du festival d'été, c'est que quand même, il y a des organismes comme la SAQ, l'Auto-Québec, le ministère du Tourisme du Québec et celui de la Culture des Communications. Alors, directement ou indirectement, il y a de l'argent public d'impliqué dans tout ça. Denis, avant que vous passiez à un autre sujet, j'en ai retenu un quand même. Il faut que je vous le dise. Là. Ça s'est passé... Il va falloir mettre la table pour demain. Ça, de quoi mais ça sera pas long, moi. Ça sera pas long. Ça s'est passé le 6 juillet, donc hier. Il y a une jeune fille qui s'appelle Annie Maheu. Maheu, qui, elle, a posé un geste assez particulier. C'est une fille qui étudie à l'heure actuelle à l'Institut de tourisme hôtellerie du Québec. Elle va terminer cet automne son cursus à l'ITHQ. Et elle a voulu sonner quelques cloches. Elle a été mardi matin. Plusieurs dizaines, et quand on lit l'article un peu plus loin, c'est 150 restaurateurs montréalais ont découvert un tract collé sur leur vitrine et devanture où, et c'est là que c'est un petit peu plus, je dirais, spécial, dans certains cas, à l'arrière des restaurants, dans la porte arrière des restaurants. Et qu'est-ce que ce dépliant disait, ce tract? Conditions de travail, salaire minimum et retraite, partage des pourboires, débat sur l'identité culinaire québécoise, abus de pouvoir, intimidation. Tous les sujets sont abordés. Une quinzaine au total étaient variés et résumés en quelques lignes. Et l'auteur de cette affiche connaît bien l'univers de la restauration. Et par cette action, elle a tenu Annie Maheu à dénoncer diverses situations, mais aussi à provoquer le débat. C'est ce qu'explique la jeune femme. Et elle trouve ça étrange qu'un métier aussi fabuleux que la restauration soit encore aujourd'hui aussi archaïque. Elle nous parle de cuisine désuète, d'endroits très restreints pour travailler, aucune protection au niveau des avantages sociaux, salaire minimum. Je trouve ça intéressant qu'une personne qui n'a même pas terminé son cours arrive puis dise, parte tout de suite puis veut avoir des conditions de salaire meilleures, mais aussi des aires de travail plus sécuritaires et parler des partages des pouvoirs. Moi, j'en revenais pas parfois. Je travaillais comme un malade comme cuisinier, puis les serveurs et serveuses arrivaient, ils rentraient quand le restaurant ouvrait ou 10-15 minutes avant, ils arrivaient, puis ils gagnaient 3-4 fois plus cher que moi dans la journée. Oui. Il y a quelque chose à un moment donné qui n'est pas normal là-dedans. Oui, j'ai entendu parler de ça. Une de mes tantes a fait ce genre de métier-là longtemps, et puis elle m'en a raconté des anecdotes. Hey, les cuisiniers, c'est celle avec laquelle j'ai mis les pieds pour la première fois de ma vie dans un poste de radio. Elle a travaillé dans l'hôtellerie, la restauration, les cuisines comme vous pendant son temps. Là. Elle est décédée. Je peux vous dire une chose, quand tu as fini ta journée dans une cuisine, tu as les pieds qui te piquent puis qui te chatouillent tellement que ça fait mal par bout. Oui, et je dis pas que les serveurs et les serveurs ne travaillent pas fort, ils travaillent extrêmement fort. Oui. Mais je pense qu'il y aurait lieu là aujourd'hui de légiférer à Québec pour que
on hausse un peu le pourcentage des pourboires et d'en accorder au personnel de cuisine. Parce que si ce n'était pas d'eux, il n'y aurait rien. Il y aurait Absolument rien. qui se passerait. Oui. Exact. Il y a les serveuses et les serveurs ne travailleraient pas. Non, non. Et donc, je pense qu'il y aurait il y a lieu là, en 2017, 2018, 2020, là, peut-être de jeter les bases d'un projet de loi là, qui fait en sorte que la profession de cuisinier soit un petit peu plus valorisée. Je vous dis pas, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, c'est assez. Hey, moi, combien de fois j'ai terminé mes journées, là, puis j'arrivais chez moi, puis ça me prenait 2 à 3 heures avant de revenir à une situation au niveau intellectuel, pour moi, normale. J'étais comme, là, un zombie. Tu t'en vas, tu passes 8 heures à recevoir des ordres. Pas des commandes, des ordres. Ça me prend ci, ça me prend ça. Je veux ci, je veux ça. 3 œufs comme ça. 8 heures de 2 temps. œufs bacon. Oui, puis le bacon bien cuit. Non, celui-là, je le veux mou. Parce que, non, lui, il ne veut pas. Ou encore un steak, je le veux saignant. Oui, je le veux oui. Puis c'est pas bien des commandes qu'ils font, là, non. les serveurs et les serveuses. C'est des ordres qu'ils te donnent. Et t'as pas de pause, là. Il n'y a pas de pause, là. Oubliez ça, les pauses de 15 minutes, là. Parce que quand il y a une table qui se vide puis il y a une table qui se remplit, ben, si le serveur va avoir du pourboire, il veut évider les tables. Puis il veut que ça rentre puis que ça sorte. Puis un bon serveur, là, ou une bonne serveuse, là, il veut que ça roule. Parce qu'à la fin de la journée, il y a une bonne paye. Ce qui fait que là, toi, pendant 8 heures de temps, tu réponds à des ordres. Et puis, tu n'as pas de pause, puis des fois, tu n'as pas le temps de manger, tu manges une petite bouchée. Je pense qu'il y aurait lieu de légiférer. De légiférer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de Oui, on y va, nouvelles Denis. encore, Je vous écoute. Je suis à vous à on l'instant. est en retard un peu, là. Mais, disons, on va commencer par la Ligue Canam, là. Ce soir, les Aigles de Trois-Rivières vont remporter une deuxième victoire consécutive à Québec, 4-3, face aux Capitales. Ils sont encore revenus de l'arrière pour l'emporter. Les Capitales qui, cette semaine, ont remporté 3 grosses victoires contre les champions d'Ottawa à Québec. À souligner que Callum Sands, le voltigeur de centre des Capitales de Québec, pendant les matchs contre Ottawa, a réussi pas moins de 5 coups de circuit en 3 matchs. Et il a produit 15 points avec ses longues balles. Mais les Aigles de Trois-Rivières, depuis hier, ont tenu en tout cas, ont diminué là, les ardeurs des Capitales de Québec, si bien que, encore ce soir, tout comme hier, ils sont revenus de l'arrière et gagnés. Les Gaélits du Québec, on va commencer par le fait que les Ducs de Longueuil, qui affronteront demain Cuba, eh bien, ont gagné hier soir à Quaticook 12-1. Repentigny, après avoir perdu mercredi contre Cuba par la marque de 4-0 chez eux, ont gagné à Laval 11-9. Ce soir aussi, Saint-Eustache a remporté une deuxième victoire consécutive face aux Orioles de Montréal au stade Gary Carter, 4-2. Hier soir, au même endroit, ces deux équipes s'étaient affrontées et Saint-Eustache l'avait emporté également 7-5. Mais la grosse histoire, elle se déroule présentement au stade Napoléon-Fontaine à Green Bay, alors que notre fameuse équipe cubaine qui ira à Longueuil demain, mène le match. On est en 7e manche, mais c'est 10-9. Donc, ils ont de la compétition, ces Cubains, là. Hein? Ils ont de la compétition, ces Cubains. Ah, ce soir-là, si jamais ils perdent ce soir, ça serait leur première défaite en sol québécois. Oui, ce serait leur première défaite en sol. Là, ils mènent la partie, mais là, ils en ont pour leur argent en pas pour guire ce soir à Longueuil, à Green Bay, c'est-à-dire 10-9. Et puis demain, vous savez, le premier rendez-vous radiodiffusé face aux Ducs de Longueuil. Alors, ça pourrait donner un match peut-être pas mal plus intéressant que ce qu'on aurait pu s'imaginer à voir aller les choses en début de semaine pour
les formations québécoises versus celles de la Ligue de la grande équipe cubaine. Donc, ce n'est pas terminé et ça ne sera pas de toute évidence avant que nous quittions cette émission ce soir. Là. Mais c'est 10-9. On est en début de septième. C'était 9-9 lorsque la septième manche s'est amorcée. Alors, voilà qu'il y en est. Et donc, on vous le rappelle que demain soir, pourquoi ne pas faire entendre la publicité, la promo, parce que c'est demain que Jean Allard et son équipe, qui est, disons-le, composée de Jean-Marc Drolet, qui va être là demain soir à la barre de la technique au niveau de la diffusion du match. Donc, l'avant-match va débuter à 18h30. Et je pense qu'on va être à notre première soirée de baseball ici sur radioinfocité.com. Disons que j'ai parlé à Jean-Marc tantôt et on va se rendre assez tôt, là. On veut pas... Jean-Marc veut être certain que tout roule comme sur des roulettes, comme on dit. Et je pense que dès 3h, 3h15, on va être au parc Paul Pratt. Et, au cœur du Vieux-Longueuil. Oui. C'est à côté de l'église, pas loin de l'église, hein, Denis? C'est ça. Donc, c'est chemin Chambly et boulevard Saint-Charles. C'est bien ça, dans ce coin-là. Donc, c'est demain soir. Et écoutez bien, c'est chemin Chambly et boulevard... Votre rendez-vous du samedi soir sur radioinfocité.com. Radioinfocité.com, en collaboration avec la Ligue de baseball junior élite du Québec, présente le meilleur baseball québécois, alors qu'ils recevront la visite de l'équipe nationale junior de Cuba. Le 8 juillet, au Parc Paul Pratt, alors qu'ils seront opposés aux Ducs de Longueuil. Le 15 juillet, au stade Gary Carter du Parc Codsic, alors qu'ils seront opposés aux Orioles de Montréal. Et le 22 juillet, au terrain du complexe sportif Tour d'Herbillard, alors qu'ils seront opposés à l'Académie de baseball du Canada. Soyez des nôtres sur radioinfocité.com avec l'avant-match de 18h30. Et tout ça commence demain, mesdames et messieurs. Donc, 18h30, branchez-vous sur radioinfocité.com. Je pense qu'on a un bon analyste, quelqu'un qui va décrire le match, Jean Allard. Écoutez, il n'est pas à ses premiers faits d'armes. Là. Il a décrit les matchs de baseball aux Jeux olympiques, les Jeux du Québec. Et il est habitué aussi. Il arrive de Toronto pour aller décrire les matchs de basketball en fauteuil roulant. Parlant de ces sports-là, au football, deux choses, là, les Alouettes qui ont subi une deuxième défaite consécutive hier, là, 23-16. L'attaque est comme en panne sèche, on dirait, depuis le deuxième quart du match de la semaine passée contre les Esquimaux d'Edmonton. On laisse sur la table des points au tableau. Je veux souligner aussi que dans cette Ligue canadienne de football-là, un ancien joueur actif est devenu commissaire de la Ligue canadienne de football. Il était présent au match hier soir au stade de Percival-Mauldson. Et puis, il s'appelle Randy Ambrosie, qui a gagné la Coupe Grey à Edmonton en 1993. Tout ça, expérience dans le monde des affaires, notamment à la Banque Hong Kong Shanghai pour l'ensemble du Canada. Mais il veut prioriser la sécurité des joueurs. Parfait, je suis bien d'accord avec ça. Un des bons moyens d'y arriver, c'est de mettre une 10e équipe dans la Ligue canadienne. Pourquoi c'est important? Parce que là, on va pouvoir avoir un cycle de partie beaucoup plus constant. Parce qu'avec 9 équipes, chaque formation, les Alouettes et les 8 autres membres de la Ligue, aura à un certain moment, d'ici la fin de la saison, à disputer des séquences de 3 parties en l'espace de 10 jours. Et c'est taxant. Jouer au football 3 fois dans l'espace de 10 jours, là, les risques de blessures sont plus grands. Alors...
Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. 3 matchs en 10 jours, là, au football, là, je peux vous dire une chose, c'est quasiment pas possible de faire ça. Là. Mais à cause du fait Ben, qu'on a 9 équipes dans la Ligue, alors on se retrouve dans une situation où les équipes auront entre 14 et 16 jours, 2 fois dans la saison, à ne pas jouer de match. C'est déjà difficile, notamment à Montréal, de maintenir l'intérêt. Imaginez-vous, juste pour vous donner un exemple, ça m'a horriblement choqué. C'était le 24 juin dernier à Cogeco 98.5 FM. Ils ont diffusé le match de l'Impact de Montréal, mais pendant l'émission d'avant-match de l'Impact, ils ont parlé de la séance de repêchage de la Ligue nationale de hockey du Canadien. Ça m'a réellement choqué, parce que l'inverse, on ne pourrait pas parler de soccer pendant un avant-match de hockey du Canadien. Ce serait un facteur qui ferait ça serait presque un geste d'excommunication. On va excommunier le journaliste qui va faire ça. Alors, Denis, avant qu'on se quitte, là, la position des Ducs de Longueuil au classement, c'est quoi leur fiche? Oh mon Dieu! J'en demande beaucoup. J'essaye de trouver sur le site de la Ligue junior élite, puis j'ai de la Le difficulté. classement de la Ligue. En tout cas, peut-être pas le classement, mais la fiche. Il faut regarder le classement. Ouais, c'est mal fait leur affaire, je vous le dis. Là, C'est mal fait leur affaire. Ah ouais, ça tient pas debout. On dirait que c'était les résultats des séries éliminatoires de l'année passée. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça, en tout cas. Donc, est-ce qu'il y a d'autres résultats pour que ce soir en d'autres domaines sportifs que vous avez retenus pour nous? Ben, écoutez, c'est ça. Je dis, et puis je complète sur l'histoire là, de la 10e équipe. À Québec, vous dites que vous êtes la meilleure ville de football au Canada. C'est vrai dans la mesure où le Rouge et Or est l'équipe la plus titrée dans l'histoire du football universitaire canadien, avec 9 coupes Vanier au cours des 52 années, en particulier depuis 1999. Mais il est temps, dans un premier temps, de monter à un autre niveau chez les professionnels. Puis oui, c'est malheureux ce qui est arrivé avec l'échec de la tentative de faire renaître les Nordiques de Québec. Mais il ne faut pas se décourager. Comme région, il ne faut pas se déprimer. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que Québec devrait avoir un club dans la Ligue canadienne de football. Québec, c'est une bonne ville de sport. On n'a qu'à regarder les galas de boxe qu'il y a à Québec quand c'est des bons boxeurs. Capitale de Québec, meilleure moyenne d'assistance de toute la Ligue Canam. Là, cette semaine, on a eu des matchs qui ont attiré plus de 3000 personnes là, contre Ottawa, hier contre Trois-Rivières. Ce soir, ça m'avait de l'air plein lorsque j'ai pu voir l'image de la web. Je sais pas, mais il me semble que la Ligue doit remarquer ça. Il me semble que c'est facile à remarquer quand il y a 3, 4, 5 000 personnes dans les estrades là, pour voir un match de balle. Là. Il me semble que c'est vrai que c'était Trois-Rivières, mais même à ça. Il y a quand même 3-4 000 personnes dans les estrades, il ne faut pas l'oublier. Denis, on se parle dimanche matin. Oui, alors. Allez-vous être au Parc Paul-Pratt ou vous allez être à l'écoute demain soir? Je vais être à l'écoute. Je veux voir comment ça sonne sur le plan technique à la radio. Ça, c'est un autre aspect qui m'intéresse. Puis je ferai peut-être une petite mise au point. J'ai dit que mon signal ne se rendrait pas si je l'obtiens à Québec. C'est vrai, oui, mais il y a des coins où ça va percer un peu, comme au stade municipal, puis même près des terrains de l'Assemblée nationale, on pourra entendre notre signal hertzien. J'y reviendrai éventuellement. Et on attend des critiques pour le match de demain, parce que c'est évident qu'il va toujours y avoir place à amélioration. C'est notre premier match. Donc, s'il y a des erreurs et puis quelques erreurs, on vous demande d'être gentil pour nous. Mais la semaine prochaine, quand votre cohorte va venir dans nos murs, d'abord, vous serez les bienvenus
dans mon fief, comme on dit, au parc Huntsic. Ouais. Ça se fait en moins d'une demi-heure à pied, pour ce qui me concerne. Oui, puis on va... puis là, c'est pour ça qu'on part un peu plus tôt demain, parce qu'il y a le pont Jacques-Cartier. Jean-Marc me disait que même les fins de semaine, aujourd'hui, le pont est difficile à traverser. Et là, On va évidemment, voir ça demain. c'est vrai que c'est un match de 9 manches, Ouais. mais il ne faut pas oublier que demain, il y a un spectacle de feu d'artifice à la ronde. Alors, le pont ne pourra pas être traversé en auto avant, je vous dirais, de 23h15, 23h30. On a le temps de remballer notre matériel, on devrait être correct. Oui, ça vous allez être correct, vous autres. Merci, Denis. On se parle dimanche matin. À très bientôt. Salut. Bonne chance pour demain. Ah, ça fait plaisir. Vous êtes très gentil, mon cher Denis Laberge. On se donne rendez-vous, nous, dimanche matin, 10h. Mais entre-temps, demain soir, Jean Allard, premier match radio-diffusé au baseball, de baseball, ici même sur radioinfocité.com. On va être au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. L'avant-match, 18h30. À noter, 18h30. Salut. C'était le Journal du Soir sur Radio Info. Bonjour, ici Véronique Labbé. Je vous invite à écouter mon émission En route vers l'Ouest sur Radio Infocité. Tous les samedis 21h et les dimanches 14h30, c'est un rendez-vous. Route vers l'Ouest sur les chemins du Québec, au son de la musique country. Soyez à l'écoute sur radioinfocité.com. Alors donc, Nathalie Normando qui fait un retour à la radio, on a pensé l'aider à composer son équipe de collaborateurs et de collaboratrices. Tout d'abord, c'est très décevant et j'estime que les parlementaires de l'Assemblée nationale sont totalement irresponsables de faire ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils viennent brimer un principe, un droit fondamental dans notre démocratie, notre système de justice, celui à la présomption d'innocence. Nathalie Normando, retourne à la radio. Personne n'y parle sauf Justin Trudeau. Circulation, Lise Thibault, information, booking go. La finance, Marc Bibot. Puis Gilles Vaillancourt organise les concours. Geneviève Janson, au sport comme de raison. Et ça prend une commission, Catalia Zambino. Dans le show de Normando, mais... La justice, les